Bonjour Suzanne. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Merci big pour l'invite. Big up à notre ami en commun Andrea Bescon. Mais gros big up à Andrea Bescon avec un D, ouais. Qui nous a mis en relation. Et je suis contente parce que c'est vrai que, comme je te disais, donc j'ai une amie qui t'écoute beaucoup et qui m'avait dit il faut absolument que tu la reçoives, faut absolument que je la reçoive. Et donc du coup, j'avais ça en tête. Et là, quand j'ai vu Je t'accuse, qui est sorti il y a quelques jours au moment où on enregistre, je me suis dit, bah ok, go, c'est l'occasion, je pense, parfaite. Mais avant de parler de Je t'accuse, avant de parler de chansons, j'ai envie de te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Oh waouh, la façon dont je souhaite. Alors écoute, je suis Suzanne avec un seul N. J'ai piqué ce blaze à mon arrière-grand-mère. Ma mère voulait m'appeler comme ça, mais on lui a dit non, c'est un prénom de vieille. Du coup, elle a pas du tout osé. Mais moi, j'ai osé à sa place. Je viens de la même ville et j'ai la même coupe que Mireille Mathieu, mais avec le roux de Mylène Farmer. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'ai deux chiens, Okja, ma bulldog, et Beige, ma beagle. J'aime beaucoup les animaux et je les aime tellement que j'ai arrêté de les manger. C'est mon côté bardo, mais sans le racisme. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? J'écris des chansons, enfin en tout cas j'essaye de manier la langue française avec justesse pour faire passer des messages. Et puis voilà quoi, je sais pas si je me suis bien présentée, je suis de la génération des milléniaux, je crois qu'on appelle ça comme ça. Millennials. Les millennials. C'est-à-dire que quand je fais une story, j'ai toujours le petit moment où tu vois, j'ai la petite latence de début. Je m'en suis aperçue il y a pas longtemps. Écoute, au moins tu sais ce qu'est une story et tout le monde ne peut pas en dire autant. Bon, quand même, les gens de mon âge nés entre 90 et 2000, normalement, ils savent ce qu'est une story. T'es né en quelle année déjà ? 90, je suis 90. T'es au tout début, je suis au tout début, on est là, okay. ouais. C'est fou, je commence à arriver à l'âge où, vraiment encore ce matin, tu vois, je voyais un groupe de K-pop et je voyais les meufs, elles étaient nées en 2007. Ah waouh, ouais. Et vraiment, Oui, mais t'es vachement jeune encore, Louise, quand même. T'es pas en 90, toi. T'es arrivée plus tard, toi. Mais je suis quand même dans les 90s. Je suis 97. Ok, donc t'es pas génération d'après, t'es pas la Z. C'est quand même... Non, voilà, donc toi, t'es la Z. C'est la première année de la Z. Quand même. Mais voilà, en vrai, les gens, beau, tu vois. Ouais, les gens n'écoutent pas ça. Les gens n'écoutent pas les Z, les millennials. Genre, t'as les 2000 et après, qui sont le futur. C'est vrai. Ceux d'avant. Genre. C'est vrai. Mais c'est pas grave, regarde, tu prouves qu'on peut quand même faire de belles choses. Non, c'est vrai. Et qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on aime. Mais tu vois, moi, je suis toujours très admirative des artistes avec un grand A. Parce que je trouve que, notamment en France, c'est pas du tout une voix qui est encouragée, valorisée uniquement quand il y a la réussite qui est déjà là. Et donc, je me demande toujours comment le choix se fait de choisir cette voix qui, du coup, quand on est ado, paraît un petit peu marginale, tu vois. Complètement. Complètement marginale. Et puis, si tu regardes un petit peu, je pense qu'on vient tous du même endroit, de l'école. L'école, c'est quand même un endroit où on apprend à obéir beaucoup. On forme des futurs citoyens. Et les citoyens, ils sont censés entrer dans des cases, entre guillemets, pour faire avancer la société, pour faire tourner un peu l'usine, quoi. Faire tourner le monde. Donc, il n'y a pas, je pense, ce conditionnement nous a emmenés vers des choses où déjà on aurait des prédispositions, où on va pas te vendre le rêve à l'école, on va pas te dire poursuis tes rêves, on va te dire poursuis des études très voilà, tu vois, c'est quand même un chemin, voilà, la sécurité, le confort, le salaire, même pour des gens qui ont des objectifs assez précis, qui veulent faire des études et qui peuvent, je sais pas moi, quand j'avais dit à l'époque je veux faire un bac L, j'ai le souvenir qu'on m'avait dit ouais mais ça sert à rien un bac L, il faut le bac S. Donc je trouve que on prive très vite les gens d'aller vers eux-mêmes déjà dans leurs envies, dans leurs prédispositions, dans leur chemin. On les dévie assez vite. Donc oui, effectivement, il n'y a pas trop de place pour le rêve. Dommage parce que quand on est ado, c'est quand même de ça dont on se nourrit, je crois, pour la suite. Et arriver dans le monde d'adulte, clairement, je pense que c'est tu mets tes rêves au placard parce que limite, c'est ridicule de continuer à rêver dans un monde d'adulte. Et moi, ça, j'avoue que même en ayant l'âge que j'ai aujourd'hui, 90 représente, j'ai l'impression de ne pas avoir mis mes rêves au placard, mais ça a été dur de défendre cette idée-là quand même. Ouais. Comment t'as vécu cette période
adolescente où finalement on commence à comprendre qu'on a une identité propre, mais on comprend aussi qu'il y a des attentes de la part des autres, qu'il y a certaines façons d'être qui sont mieux perçues que les autres. Enfin, toi, comment t'as fait pour cultiver ta singularité et est-ce que t'as toujours réussi à l'assumer, comme tu dis très bien? Je trouve que l'adolescence, c'est vraiment pas un passage évident de la vie. Moi, personnellement, quand j'entends mes copines dire qu'elles sont nostalgiques aujourd'hui de la période adolescente, moi, j'avoue que c'était une période dure, de flou, où j'avais du mal justement à trouver un groupe, quoi. Tu sens qu'à cet âge-là, tu as besoin d'une appartenance, selon comment tu te fringues, ce que tu écoutes en musique, etc. Moi, j'avais l'impression d'être un peu seule. Après, j'avais des amis. Hein. J'allais voir un peu des groupes différents. Mais déjà, bon, je pense qu'il y avait ce truc de... J'ai dansé toute ma vie dans un conservatoire, de très jeune à 17 ans. Donc, j'avais pas trop les loisirs à côté. Donc, j'avais pas trop des copines en dehors, etc. J'étais un peu seule avec ma danse et mes délires de tu veux être danseuse. Et puis, j'avais mon homosexualité aussi qui me privait vraiment d'être totalement moi-même parce que c'était quelque chose qui me pesait, j'en avais honte, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Autour de moi, on me faisait ressentir qu'il valait mieux pas être comme ça ou du moins qu'il valait mieux le garder encore un petit peu pour attendre d'être un peu plus sûre de moi, en tout cas pour pouvoir me défendre ensuite. Donc cette période-là, pour moi, elle est floue. On me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je le savais, mais on me disait que c'était pas possible. On me disait d'aller alors t'as un copain, t'as des chéris, non. IES. Voilà, c'était une époque quand même où les cases étaient très marquées et si tu sortais un peu de la case, t'avais du mal à trouver un groupe, quoi, tu vois, encore une fois, ou du moins il fallait effacer toutes les singularités pour arriver à entrer dans le moule. Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même choisi de t'écouter alors que finalement, avec toute cette pression extérieure, notamment par rapport à la voie professionnelle, tu vois, t'aurais pu te dire, en vrai, c'est vrai qu'à mon avis, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, je vais choisir la sécurité, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné la désillusion? Franchement, je crois que je suis une trop grande rêveuse. Y a vraiment ce truc où l'impossible me chagrine, quoi. Quand on me dit que quelque chose est impossible, c'est comme dire à un gamin de 5 ans qu'il ira jamais à Disney, quoi. La désillusion est trop forte, en fait, pour moi. Je trouve plus trop de raisons, du coup, de me lever le matin, de continuer à avancer. Donc, ouais, je pense qu'il y a ce truc de... je préfère que ce soit dur. Je préfère que mes rêves, peut-être, ne se réalisent pas. Mais au moins, j'aurais eu la sensation d'avoir essayé. C'est déjà pas mal. Plutôt que de vivre avec des regrets. Je crois que je suis le genre de personne qui ne peut pas vivre avec des regrets. Je préfère vivre avec un lot d'échecs plutôt que vivre avec un lot de regrets, quoi. Vraiment, c'est... ça, c'est quelque chose, effectivement que j'ai appris avec les claques de la vie, quoi. Tu vois, quand je suis sortie de l'école, pour le coup, moi, j'ai tout plaqué à 17 ans. J'ai arrêté là-dedans, j'ai arrêté l'école. Je fais partie des décrocheurs... je sais pas combien de pourcents on est, mais à se retrouver dans le monde d'adulte sans diplôme et sans rien. Et là, tu te dis, oh putain, ça va être très compliqué. Mais dans ma tête, j'étais tellement nourrie par ce rêve d'écrire mes chansons, de les chanter, que c'était évident. Donc, tant pis, j'ai galéré. J'ai fait des jobs alimentaires. On m'a viré maintes fois, par-ci, par-là. Enfin, tu vois, je me revois des périodes où je comptais carrément mes centimes pour pouvoir acheter une baguette de pain. Donc ouais, la vie d'artiste, au départ, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais personne. J'écrivais mes chansons sur un coin de bar en pensant que personne n'allait jamais les écouter. Mais en même temps, je continuais de le faire. Bizarrement, je continuais d'écrire ces chansons en sachant qu'un jour, j'arriverai à les porter quelque part, quoi. Bon, l'espoir, quoi. L'espoir fait vivre, hein, vraiment. Ouais. Et puis la passion aussi. Ouais, et fait lever le matin, quoi. La passion, l'espoir, tout ça, ça te fait lever, quoi. Je trouve que c'est vraiment un signal très fort... qui paraît simple, mais qui peut être sous-estimé. Qu'est-ce qu'on ferait même si on n'était pas payé pour le faire? Ouais, bien sûr. Et en fait, toi, à l'époque, très belle question. C'est ça qu'on devrait dire aux jeunes. T'étais pas payé pour le faire, mais tu le faisais parce que dans tous les cas, tu
aimais le faire et tu voulais le faire. Ouais, bah c'est là où je voulais le faire. Donc il y a ce truc où t'as pas l'impression de travailler. Alors après, oui, c'est quand même beaucoup de travail. Entrer dans l'industrie de la musique, c'est déjà un délire. Ouais. Y rester, c'est encore un autre délire. Donc il y a beaucoup de travail engendré. Mais moi, encore une fois, c'est un travail passion. Alors après, attention, parce que la passion, ça peut dévorer aussi. Je crois que même le mot passion, ça veut dire que ça ce dévore. soit en amour ou en travail. Voilà. Jamais... Donc il faut toujours trouver le juste milieu, parce que sinon moi je crois que je vis que pour ça. Parfois je me dis, si la musique tout à coup s'arrête, qui je suis? Je pense que j'aurais un petit souci de me réapproprier mon identité et tout sans la musique. Il y aurait un petit souci, je pense, de ça à ce niveau-là. Mais pardon, je me suis un peu perdue dans mon... Mais moi je voulais te dire, attends, t'arrêtes après la première ou la terminale? J'arrête après la première. Je passe mon bac L, du coup, mon bac français. J'ai une très bonne note, ça se passe bien, mais j'ai une anxiété de performance depuis toujours. D'accord. Qui est très forte. Du coup, je décide que le bac, c'est des notes, c'est un examen, c'est tout ce que je crains, tout ce qui me rend très inconfortable. Et c'est aussi ce truc de me dire, je pense inconsciemment, je me suis dit, si je prends cette voie-là, que j'ai mon bac, si j'ai mon bac, après on va me demander d'avoir un bac plus 3, plus 4, plus 5, un BTS, un master, un je ne sais quoi. Je voulais être chanteuse, moi je voulais être artiste. Donc j'étais très prétentieuse à ce moment-là, puisque j'ai dit à ma mère, je n'irai pas me présenter au bac. Johnny Hallyday n'a pas son bac, et je ferai comme Johnny Hallyday. Oh. Donc là, je me dis, ma pauvre, ça va que quelques années plus tard, je vois que je m'en suis à peu près sortie, quoi. Je suis pas Johnny, mais je suis Suzanne, pas encore. Mais bon, je veux dire, voilà. En tout cas, j'ai bien fait à ce moment-là de pas entrer dans un chemin où je savais pertinemment que ce n'était pas le mien. Alors attention, après l'école, c'est cool parce qu'on apprend des choses, et c'est pas parce qu'on arrête l'école qu'on est obligé d'arrêter d'apprendre. Hein. Moi, j'ai continué à lire, à apprendre, mais autrement, en fait, pas assis sur une chaise avec un prof un peu en dep qui m'explique des choses. Mais ce qui est assez fou, c'est que c'est vrai que j'ai l'impression que presque t'as arrêté devant la ligne d'arrivée. Ouais. Tu vois, c'est même moi, j'espère être un peu ouverte d'esprit maintenant, mais je pense que même moi, si j'étais ta mère, genre vraiment, je t'aurais dit, écoute, tu vas me faire ta terminale, et après tu fais ce que tu veux. Mais je la comprends, mais ma mère, elle pleurait. Hein. Ma mère, en plus, elle a toujours eu, comment dire, j'étais une gamine qui a une scolarité plutôt très cool, quoi. J'étais plutôt dans les premières de la classe à lever la main, être un peu embêtante. Et puis je suis passée de première à cancre. Je pense que c'est vraiment le moment où je me suis ennuyée, quoi. J'ai pas trop compris ce que je faisais là. C'était quoi l'objectif? Obéir ou apprendre des choses pour moi-même et pour avancer. Donc voilà, je pense que ça a été très inquiétant pour mes parents, ce que je peux comprendre. Mais j'ai quand même envie de passer un petit message aux décrocheurs, parce qu'on en souffre encore. Je pense même ceux qui ont réussi à faire leur vie et qui aujourd'hui ont un salaire, de quoi payer leur loyer, et tout ça. Il y a toujours cette culpabilité de ne pas être allé au bout, comme tu dis, de la ligne d'arrivée. Mais je pense que c'était une trop forte pression pour moi. Et je trouve que cette pression, on la met très vite sur les enfants. Je pense qu'à 6 ans, on te dit déjà qu'il te faudra ton bac. C'est vrai. Donc, on sait que c'est un objectif, tu peux pas louper. Donc, moi, ces trucs-là, je les loupe d'avance parce que ça me fait trop peur, quoi. Mais bon, dans tous les cas, derrière, il a fallu construire quand même ma vie. Ouais. Sans papier, sans diplôme. Ouais. Et presque, parfois, je me dis, pour avoir reçu d'autres personnes qui ne se sont pas reposées sur les diplômes, donc certes, c'est une sécurité, etc. Mais c'est vrai que du coup, de ne pas l'avoir, presque, ça donne pas d'autre choix que de réussir. Exactement. Nos plans B. Ouais. Moi, je suis de cette école. Il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire, c'est plan A. Quand je commence à entendre des gens qui disent « Ouais, je veux faire de la musique, mais d'abord, je passe mon diplôme, mon master, plan A, plan B, plan C. » Le plan A, là, déjà, il est trop loin, quoi. T'as pas de filet, en fait. Effectivement, je sais pas si c'était conscient de ma part, mais le fait d'entrer dans le monde d'adulte en n'ayant rien et en étant dans un inconfort total, ça me permettait aussi de prendre qu'un seul chemin, quoi. J'avais pas le choix que de réussir, en fait. Sinon, je rentrais à Avignon, je disais à mes parents que c'était terminé, que je suivais pas mes rêves et que j'allais trouver des jobs alimentaires toute ma vie. Et donc là, c'est enclenché, entre guillemets, la pensée positive, c'est-à-dire, j'y crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la puissance du cerveau. Penser que quelque chose va arriver, alors c'est pas tous les jours, hein. Il y a des jours où tu doutes, effectivement. Moi, je suis une meuf, j'ai beaucoup plus de doutes que de reste, mais
mais quand même cette pensée de me dire c'est possible. C'est possible. Me projeter dans des scènes où tu te dis pourquoi me projeter là quoi, ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Me projeter à l'Olympia quand j'étais gamine ou quand j'étais serveuse dans ce resto à passer la serpillière tous les matins, je me projetais à l'Olympia. En même temps, je me disais t'es dingo parce que t'es serveuse, tu passes la serpillière à 12h30, les gens vont t'appeler comme ça et tu vas servir des assiettes, t'es loin d'être à l'Olympia, tu vois. Mais 2-3 ans après, j'y étais, quoi. Donc, la vie et la magie de la vie, la magie de la projection, quoi, mine de rien, la force de se dire je veux être là et je vais faire en sorte de faire des choix et travailler et tout faire pour arriver à cet endroit-là. Comment ton anxiété de performance t'a marqué au cours de ton adolescence et comment tu fais pour pas la laisser prendre le volant quand t'arrives artiste? C'est une horreur parce que c'est encore quelque chose que je combats chaque jour, cette anxiété. Mais de toute façon, je suis anxieuse généralisée, je pense. La performance en fait partie, mais le fait d'avoir vécu plus jeune cette décroche un peu violente du système scolaire et d'être entrée dans la vie d'adulte en payant les conséquences, je me suis dit, cette anxiété, mine de rien, elle me... Alors parfois, voilà, ça marche, mais parfois, c'est compliqué. Et là, admettons, sur l'écriture des albums, là, de l'album qui était arrivé, le premier album, je l'ai écrit sans anxiété, dans le sens où je ne savais pas qu'on allait l'écouter. Le deuxième, bon, déjà, il y avait un peu plus d'anxiété. Et puis là, le troisième, c'est censé être l'album de la maturité. J'avoue que j'ai fait une belle crise d'anxiété de performance au départ sur l'écriture. J'ai d'ailleurs dû prendre ce petit truc-là. C'est ma meuf qui m'a acheté ça. On est parti en Lozère en vacances et elle sentait que j'écrivais plus trop ces derniers temps, mais elle a compris que c'était l'anxiété qui me faisait taire et qui me paralysait. Donc j'ai commencé à me dire, écoute, t'écris pas des chansons, personne va les entendre. Écris des poèmes minutes, comme ça, tu sais, ce qui te vient dans la tête, des mots, même si c'est incohérent total. Et ça a débloqué. Ça a débloqué complètement l'anxiété d'écrire, etc. Et ouf, après, j'ai pu y aller. Mais ouais, parfois, ça arrive que pendant des semaines, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit, même si j'ai très envie, parce que j'ai peur de mal le faire. Donc, le premier mot que je pense que je suis ce genre de personne. Je n'aime pas qu'il y ait des brouillons. C'est-à-dire que le premier mot que je vais poser, la première phrase que je vais poser sur un carnet ou sur mon téléphone, il faut quand même que j'y ai beaucoup pensé. C'est chiant parce que je pense que ça me fait perdre beaucoup de temps. Et puis ça me fait du mal. Du coup, je suis parfois dans la création, souvent dans la souffrance, quoi. Ouais. Donc c'est un peu chiant, mais je pense que je vais évoluer là-dessus et essayer de trouver je sais pas comment je peux me libérer de cette anxiété, mais... Bah, c'est ça qui est dur, hein, c'est que... l'anxiété, on peut la supporter, mais je crois pas qu'on puisse la guérir. Je sais pas si on peut la guérir, et je pense que ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'on s'y habitue. L'anxiété, en plus, quand tu vis avec, à la fin, elle est tout le temps là, comme l'ombre de toi-même, mais vu que c'est l'ombre de toi-même, tu la vois même plus, quoi. Donc ça passe par des états, ça passe par... Moi, je me mange beaucoup les doigts. Et bah, te faire les ongles, ça devrait aider. Eh ben, tu sais quoi, j'y vais juste après. Okay. Parce que les ongles, en effet, j'ai fait des ongles là, pour un clip, et puis je me les suis pas bouffés pendant quelques semaines. Donc je me suis dit, cool, il y a des petites solutions. DIY. Merci Louise, mais ouais, bonne idée en tout cas. Mais bon, l'anxiété, elle passe par toutes les pores de la peau, quoi. C'est ça qui est un peu... ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de même voir des gens. Parfois, je suis tellement anxieuse que je vais pas forcément en société parce que je sais que je vais pas être de très bonne compagnie. Parce que je suis dans mes pensées, je suis dans un truc où... Et comment tu fais pour... Parce que donc là, quand c'est social, t'as encore, on va dire, la main dessus, tu vois, t'as le choix d'aller ou de pas aller. Avant de monter sur scène... Enfin, tu vois, c'est marrant, moi qui suis pas particulièrement anxieuse, enfin, tu vois, je pense vraiment pas avoir de troubles là-dessus. Mais pour le coup, imaginer monter sur scène, chanter, danser devant des gens, mais tu me payes, je n'y vais pas. Mais tu sais que je pense que tu fais un sondage, je pense que ça peut être une des plus grandes peurs de l'humain, de se montrer, enfin tu vois, ne serait-ce que quand on est gamin, qu'on nous dit passe au tableau, il y a ce truc un peu de mon Dieu, le regard des autres, c'est le fameux regard des autres. Moi, figure-toi que c'est très bizarre parce que ça agit à l'inverse. Le trac de la scène me fait oublier mon anxiété.
Justement, en fait, le track est plus fort. Et en fait, c'est comme quand t'as une douleur limite qui est plus forte qu'une autre, tu l'oublies, c'est là. Mais vu que le track n'est pas une douleur, c'est une peur qui s'affronte. Ça me va, parce qu'une fois que je l'ai affronté, tu peux le contrôler. Je peux le contrôler. Oui, quand t'es dans la coulisse, pas trop. Hein. J'ai quand même des trucs physiques où j'ai froid, j'ai chaud, je peux m'évanouir à tout moment. Mais une fois que je suis sur la scène, une fois que je suis devant ce public, oui, je tremble encore un petit peu, mais j'ai affronté ma peur et ce track, il se transforme en partage, en force, en énergie qui en adrénaline, en adrénaline, exactement. C'est tous ces trucs-là qui font que mon corps, ma tête, tout est en hyper-alerte. Tu sais, un peu comme vigilance. Vigilance, je sais pas, mais un peu comme dans les scènes de super-héros où tu sens qu'il doit être archi concentré pour faire tout ce qu'il a à faire. Et c'est un état que tu contrôles pas vraiment, ça, en fait. Tu vois, c'est ton côté super-héros, entre guillemets, l'adrénaline, les gens qui te portent, l'énergie, l'osmose et tout. T'es un peu sur un petit nuage, là, comme ça. C'est particulier, la scène, quand même. C'est particulier. Et alors, comment tu passes de toi qui rêve, en passant la serpillière, à être à l'Olympia, à l'Olympia? Parce que certes, le rêver ne peut que aider, mais ne suffira jamais. Non, ça ne suffira jamais, parce que c'est clair que rêver, c'est bien, mais tout ne tombe pas dans l'assiette, quoi. Les chansons, si tu les écris pas, elles n'existent pas. Si tu les mets pas en musique, si tu trouves pas des partenaires... Enfin, il y a quand même toute cette... entrer dans l'industrie de la musique, c'est pas juste écrire une chanson et avoir un peu de chance. Il y a de ça, hein, mais moi, ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais mes petites chansons et je me suis dit, j'aimerais bien que quelqu'un les améliore un petit peu au niveau de la prod, etc. Tu vois, j'étais avec ma petite Akai Mini sur Logic Pro et j'essayais de faire des choses toute seule. Et je me suis quand même partagée avec quelqu'un, ça pourrait être sympa. Donc, à ce moment-là, j'envoie un message... à des gars qui s'occupent de plusieurs... ils s'occupent de Slimane, ils s'occupent de trucs un peu français, quoi, tu vois, variété française et tout. Je leur envoie un message et en fait, il se trouve que ce message, va savoir pourquoi, il va chez eux, mais il va aussi chez leur meilleur ami, qui à ce moment-là, ce meilleur ami, lui, veut être producteur. Il veut produire des artistes. Donc, il tombe sur mon message. « Salut, je fais de la musique, j'aimerais bien... C'est un mail ? Ouais, c'est un message sur Messenger. D'accord. Voilà. Messenger à l'ancienne. Et donc, il me répond quelques semaines après. Je pense qu'au départ, il comprend pas tout à fait mon projet. Je sais même pas s'il écoute ma musique et tout. Et puis finalement, il écoute un lien, une chanson que j'avais appelée La Foule, dans La Foule, qui parlait d'une meuf qui sortait la nuit et qui dansait, qui prenait de la poudre de joie. Bon, bref, c'était une de mes premières chansons que j'ai jamais sortie, du coup. Mais bon, je rencontre ce mec-là et puis... j'ai l'impression qu'il arrive à voir ma singularité. Déjà, il écoute mes chansons, il me dit « C'est bizarre, mais j'aime bien. » Alors déjà, c'est bizarre, tu sais jamais trop comment le prendre. Merci. Il me dit « En fait, t'es un peu comme un sushi. C'est cette espèce de truc au poisson cru où on sait pas trop si on doit bouffer ça, si ça va nous retourner le ventre ou si ça va être cool. Tu le manges. » Tu dis, c'est pas mal. Et puis la deuxième fois, tu y reviens et tu trouves ça encore meilleur. Et la troisième fois, t'es accro. Donc ça, je trouve que c'est un beau compliment parce que finalement, moi aussi, en musique ou en règle générale, les choses qui vont un peu me bousculer, voilà, exactement. Au départ, je sais pas trop si j'aime pas. Et puis finalement, c'est des choses sur lesquelles je vais revenir. Donc ça, finalement, c'était un beau compliment de sa part. J'ai l'impression d'entendre que dans ce compliment qui me disait, il y a de la singularité chez toi. Et cette singularité, faut pas en avoir honte ou faut pas la lisser, faut la pousser. Donc merci à ce garçon pour ça. Ça a été un des premiers à avoir la vision, à dire ça comme ça. Et donc il me présente à plusieurs labels. Donc tu vois, ça c'est le marché où tu montes ta musique, tu fais écouter ton projet. Il y a des gens qui se disent waouh, c'est de la merde, jamais je signerai ça. Il y a des gens qui se disent c'est incroyable, je veux signer, ça va faire plein de sous. Il y a des gens qui se disent on sait pas trop. Bref, moi je suis allée chez les gens qui m'ont dit on va travailler, on aime le projet, on va travailler. Il y aura pas d'histoire de buzz ou de machin ou de tu vas travailler avec les mêmes équipes que des grandes stars. Non, on va faire les choses correctement et je pense que les faire correctement c'est le travail, ça passe par là. Donc je signe chez Troisième Bureau, chez Wagram, beaucoup parce qu'il y a Orelsan dans
le catalogue et que j'aime beaucoup Orelsan. Il y a des très beaux artistes, il y a Ayo, il y a Mathieu Chédid, enfin le catalogue même quand même m'aide quand même à prendre cette décision de signer chez eux. Et puis s'ensuit ce départ, quoi. C'est-à-dire je sors ma première chanson qui est L'Insatisfait, que j'écrivais quelques mois avant dans ce bar où j'écrivais L'Insatisfait et je marquais une entrecôte à point frites en dessous, tu vois. Donc c'est là où tout se prend forme. Je m'en rends pas trop compte sur le moment. J'avoue qu'une signature en label, au début, quand t'es artiste, tu dis « Ah, j'ai signé en label, ça y est, c'est parti ». Mais en fait, non, pas vraiment. Il faut que le premier single, il fonctionne, il prenne. Il faut que le public soit au rendez-vous. Il faut que ça déclenche des scènes. Il y a tout un truc à construire. Et moi, ma chance, vraiment, ça a été... parce que les radios, je pense qu'ils trouvent ça cool et tout. Suzanne, il n'y a pas de souci. Mais ils sont un peu en mode, c'est un peu singulier quand même. Ce fameux sushi, ils savent pas trop dans quelle boîte le foutre, quoi, tu vois. Donc, pas de souci. Moi, j'ai envie d'aller sur le vrai terrain. De toute façon, ma target, c'est la scène. C'est le vrai terrain. C'est voir les gens et pas que des histoires de chiffres, de stream et tout, même si, voilà, ça fait partie du jeu. Mais le vrai terrain. Et donc, j'arrive en 2019 à être la meuf la plus programmée des festivals. Ah ouais. Wow, trop bien. Et alors, pour resituer, tu signes avec le label en quelle année ? Je dirais 2018. Okay. 2018, après le temps que j'écrive mes chansons entièrement, qu'on commence à sortir la première, qu'on m'entoure de... Tu vois, je suis allée chercher Nils Castillon pour faire mon premier clip avec Nicolas Huchard, etc. Tu vois, il y a des équipes qui se montent un petit peu autour. Tu choisis un peu les gens avec qui tu veux bosser. Donc tout ça, ça prend du temps. Et premier clip, je crois, 2018 avec L'Insatisfait. Et 2019, c'est là où j'arrive à montrer un peu ma tête sur les scènes de France, quoi, tu vois. Mais ça, comment tu l'expliques ? Parce que, je sais pas, pareil, ouais, moi je me dis, je suis programmateur de festival. Tu vois, le pari de prendre cette meuf qui sort de nowhere. De nowhere, exactement. Ça, c'est... et bravo eux, parce que franchement, il fallait avoir la vision, quoi, de parier avant tout le monde. Et c'est ça, parce qu'il y en a dans ce milieu-là qui parient avant tout le monde. Et merci, parce que c'est grâce à eux que les artistes émergent, existent. Et il faut continuer de miser sur les jeunes artistes en développement. Mais moi, entre guillemets, c'est aussi entre artistes qu'on se donne la chance de passer là ou là. Il y a quelques artistes qui m'ont invité en première partie. Et du coup, c'est sur ces premières parties, tu sais, dans les premières parties, il y a toujours des programmateurs dans la salle. Des programmateurs de festoche, etc. C'est quoi cette petite Suzanne là, avec sa combi bleue un peu chelou ? On va quand même aller regarder, tu vois, parce que bon, les gens dans le milieu en parlent un petit peu, on va être curieux. Et voilà, ces programmateurs ont été curieux et surtout, ils ont eu le truc de dire « Ok, on la programme. On y va ». Et trop bien, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur scène, qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Donc j'étais quand même assez contente de... Moi, je me suis pas rendu compte, j'étais très naïve, effectivement. Tu sais, j'ai fait beaucoup de danse, donc j'étais montée sur scène en danseuse classique, avec des tutus, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et là, j'arrivais toute seule avec ma combi, mes petites machines, et j'étais censée faire lever des foules... des grandes foules, quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était maintenant ma chance. C'était maintenant ou jamais. Donc, je tremblais, mais ma deuxième scène était à l'Olympia, invitée par le DJ Feder. Vraiment, je perdais nos jambes, presque en coulisses de peur, de trac. Mais ça s'est tellement bien passé que, il y avait des programmateurs dans la salle. Et donc, voilà, c'est ce terrain live, entre guillemets, je l'ai gagné grâce à chaque scène. Chaque scène où je me suis dit, joue là comme si c'était ta dernière, la dernière, la seule que t'auras. Il y en a eu 500, du coup. Est-ce que, à cette période, la meilleure stratégie, c'est de dire oui à tout ? Je pense qu'au début, tu dis oui à tout, mais ne serait-ce que par envie, quoi. Parce que t'es pas là à faire ouais, ça je veux pas, ça c'est pas assez hype, ça c'est... Mais est-ce que c'est rétrospectivement, est-ce que c'est la bonne stratégie où il faut être picky dès le début ? Oui, après, faut pas aller manger à tous les râteliers, entre guillemets, tu vois, et faut pas aller à des endroits où t'as rien à faire, où tu te sens mal à l'aise, où si le discours, etc., n'est pas partagé. Enfin, voilà, moi, j'irai pas non plus un peu partout, mais c'est quand même une stratégie aussi. Quand j'ai commencé à sortir le premier album,
Évidemment, faire quotidien, Yann Barthès, c'est à vous, faites-toi ce genre de belle émission. Nous, les artistes, on a besoin aujourd'hui quand même d'avoir de la visibilité, sinon notre musique, elle peut pas être entendue. Donc soit tu te montres pas du tout, mais bon, ça marche plus trop, quoi. Les carrières qu'on développe à la Mylène Farmer, de nos jours, l'image, elle a pris le dessus presque. Aujourd'hui, l'image, tu regardes d'abord l'image et après tu vas éventuellement écouter le son. Alors parfois le son est mieux que l'image. Enfin, voilà, tu vois, on est dans un monde aujourd'hui très d'image. Donc nous en musique, on oublie parfois qu'on fait un peu du son. Faut arriver à faire les deux, faut arriver à avoir ce côté un peu je suis hype mais je suis access, enfin en tout cas moi je préfère le côté access, j'avoue, que le côté trop moi personne m'approche et je fais que quelques interviews par non, si l'interview elle est cool, j'y vais, et si je trouve que c'est important de le faire, allons-y, quoi. Mais oui, par contre après voilà, faut choisir ses combats, je pense. Et comment tu arrives à rester toi-même quand j'imagine qu'avec le succès vient les recommandations, les conseils, les propositions et les critiques. Et les critiques, c'est vrai. Mais tu vois, en fait, c'est très vrai ce que tu dis, je trouve, sur le côté quand t'écris ton premier... Tu vois, moi, c'est ma première vidéo, mon premier livre, en fait, t'as pas d'enjeu parce que personne n'attend rien, mais qu'ensuite, t'as le poids de l'attente, quoi. Ouais, et de toi-même aussi, de l'attente de toi-même, parce qu'il y a les autres. Vouloir faire mieux. Vouloir faire mieux, être plus exigeant et tout. Après, je pense que ça peut être payant de penser comme ça, de toujours être encore un peu plus exigeant. Et je pense que toi, qui écris aussi, j'imagine qu'à chaque phrase ou à chaque livre, t'essayes même avec toi-même, de te dire, bon, j'ai progressé. J'ai progressé, voilà. C'est parce qu'on travaille pour ça aussi, on travaille pour progresser. Et c'est vrai que, bon, voilà, quand le public te dit j'ai préféré tel album, c'est toujours un peu déstabilisant, parce que tu sais aujourd'hui que t'es écouté, t'es attendu par certains, donc il y en a qui vont entrer dans le wagon, il y en a qui vont le quitter, qui reviendront plus tard, et encore une fois, moi je mets des mots sur des émotions, donc on peut pas avoir tous les mêmes émotions. C'est voilà, la musique, les goûts, les couleurs, c'est toujours très subjectif, tout ça. Voilà. Donc mais t'arrives à... Parce que y a vraiment cet enjeu aujourd'hui de correspondre à l'ère du temps. Ah oui. Tu vois, comment tu arrives à gérer les attentes, et d'un côté, toi, c'est Suzanne, et Suzanne, elle a envie de faire ça, quoi. Alors, je pense que la meilleure leçon à tirer de tout ça, parce qu'effectivement, quand il y a ce succès qui arrive, le succès, c'est quoi ? C'est des gens qui te regardent tout à coup, en fait. Et c'est là où tu te sens un peu mince, est-ce que je suis assez bien, on me regarde, est-ce que je plais aux gens, et je pense aussi que chez les artistes il y a cette maladie de vouloir être aimé par les gens, donc il suffit que quelqu'un ça bloque. Enfin moi je sais qu'en concert, le seul gars qui va être comme ça, bras croisés, à me regarder un peu de travers parce que je lui chante une chanson trop féministe pour lui, à la fin je vais faire en sorte qu'il applaudisse, ce type. Je vais pas le lâcher, tant pis, quoi. Je vais aller le chercher, quoi. Mais le pire dans tout ça, c'est que souvent les gens avec les bras croisés, c'est ceux qui ont le plus kiffé le concert, c'est juste qu'ils sont à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je me suis un peu perdue dans ma réponse, pardon. Mais je pense, voilà, il faut se rappeler, pour plaire aux autres, il faut déjà se plaire à soi-même. Je pense que c'est vraiment ça. Quand tu veux plaire aux autres et quand tu commences à t'adapter à ce regard des autres, à ce dont ils vont avoir envie d'entendre dire ou de te voir faire, ou... là déjà tu t'es perdu. Tu t'es perdu parce que ton élan, il est je le fais pour les autres. C'est un peu égoïste que je vais dire, mais il faut faire les choses pour soi-même, déjà. Il faut aimer. Moi, cet album, ce prochain album, je sais que je l'aime. Je suis à l'aise avec lui. Je me suis levée le matin pour le faire. Aujourd'hui, je l'écoute. Je me sens à l'aise. Je me dis pas je vais aller défendre quelque chose que j'ai fait pour les autres. Je l'ai fait pour moi. Même si demain, cet album, mais personne l'écoute. Et... voilà, je m'en fous, quoi. Je veux dire, je suis dans un truc où je préfère être alignée avec moi-même. Tant pis si le succès n'est pas présent, ou je sais pas quoi, il est là, il repart. Parce que de toute façon, le succès, c'est ça. Ça part, ça vient, comme les potes. Hein. Donc, il n'y a pas de... Faut pas l'attendre, ce succès, en fait. Faut pas... Il vient, il vient pas. Par contre, ce qui est là, ce qui va laisser des traces, c'est moi, tout ce travail que j'ai fourni, toutes ces émotions que j'ai mis en chanson, ça va rester. Et si je suis à l'aise avec, super. Voilà, peut-être que ça plaira à d'autres personnes.
mais je me serais pas, mis contorsionné pour rentrer dans la boîte. Pour rentrer dans une boîte que je pense être celle de Suzanne, enfin tu vois, la Barbie Suzanne dans sa boîte. Non, en fait, je fais comme je sens, et c'était la meilleure leçon à tirer, je pense, de ces dernières années pour pas me perdre dans un truc, parce qu'effectivement, tu vois, quand il y a les critiques qui entrent en compte, moi c'était Suzanne est un peu trop féministe, Suzanne elle est un peu trop engagée, Suzanne la musique électro c'est un peu trop costaud, un peu trop voilà boum boum, c'est quoi ce carré, c'est quoi cette combi, et beaucoup de gens qui comprenaient pas vraiment le truc, tu vois, et ça pas de problème. Mais moi, au lieu de me fier à ces gens, j'ai complètement oublié tous ceux qui avaient compris, tous ceux qui avaient aimé cette singularité, et je me suis dit je veux plaire à tout le monde, donc je vais un peu lisser, et en fait non, non, du coup, parce que les gens qui m'aiment, ils m'aiment comme je suis, et les gens qui m'aiment pas, en fait, ils m'aimeront jamais vraiment. Donc ça sert à quoi de vouloir ajouter des petits détails pour que je te plais un peu mieux? Je te plais pas tout court, donc ça sert à rien de te plaire un peu mieux, tu vois. C'est pas grave, on n'est pas tous censés se rencontrer, quoi. Ouais, ça c'est la vie, quoi. Vraiment, mieux vaut être aimé de peu, mais vraiment, quoi, mais pour qui tu es, que de beaucoup, mais en surface, et finalement, au moindre coup de vent, ils vont se diriger vers quelqu'un d'autre, quoi. Mais ça, d'ailleurs, je le vois sur le public, tu vois, il y a vraiment ce truc, aujourd'hui, on est beaucoup sur les chiffres, les streams, etc. Moi, je le dis, je préfère avoir moins de gros chiffres. Il n'y a pas le million de gens qui m'écoutent, mais par contre, les 300 000 et quelques personnes qui m'écoutent, elles sont là tout le temps. Et elles vont pas les cliquer qu'une seule fois sur ma chanson. Elles vont la bouffer toute l'année. Elles vont l'écouter plein de fois, et la chanson va les accompagner dans leur vie. Moi, c'est ça que je veux être pour les gens. J'ai pas envie d'être juste un clic ou juste un truc que t'écoutes sous la douche pendant 2 semaines et après ça t'a gonflé. Tant pis si mes chansons, elles sont peut-être un peu trop abruptes, un peu trop frontales pour entrer dans des médias trop grands. Je préfère qu'elles soient peut-être moins visibles, mais écoutées par ceux qui avaient besoin de les entendre et qui vont les écouter toute leur vie. Ouais. Tu vois ? Qu'est-ce qui a fait que, en ce moment, c'était le moment où tu avais envie d'écrire « Je t'accuse » ? Alors, le moment de « Je t'accuse », il est pas arrivé là cette année, il est arrivé en 2024. En 2024, écoute, je me retrouve à avoir beaucoup de flashbacks, de souvenirs, de très mauvais souvenirs, du souvenir d'un viol que j'ai vécu dans ma jeunesse, donc j'avais 18 ans. J'arrivais vraiment au début de ma construction de jeune femme. Je sortais de chez mes parents, quoi. Vraiment, tu quittes le cocon familial. On m'avait pas vraiment prévenu que c'était un danger d'être une fille dans ce monde. C'était un ami à qui je faisais confiance, donc je l'ai pas vu venir. Comme dans la plupart des cas, je l'ai pas vu venir et j'ai dû garder ça pendant une dizaine d'années, voire même un peu plus, parce que j'avais trop honte. Comme la plupart des gens, je pense qu'il y a une vraie étude à faire sur le cerveau, parce que le temps de se réapproprier son corps, parce que t'as vraiment l'impression presque d'être scindé là, en deux, parce que t'es tellement abîmé à l'intérieur que t'as honte, tu te sens sale, c'était une période très compliquée. Mais que j'ai essayé d'enfouir, je pense, au maximum pour pouvoir quand même avancer, quoi. Parce que j'avais pas envie que ça me colle au sol, et donc ça a été ma manière, entre guillemets, de mettre le mouchoir dessus au départ. Et puis le mouchoir dessus, ça fonctionne un temps, ça fonctionne certaines années. Et puis en 2024, alors je sais pas si c'est lié à ça, si ce procès de Gisèle Pelicot, le fait qu'on parle de cette affaire qui a été quand même atroce, une des plus choquantes du siècle, le fait qu'on voit la réaction des agresseurs, qu'on entend du coup de nouveau les plaintes pour viol, 94% de plaintes pour viol sont classées sans suite, 86% des agressions sexuelles sont classées sans suite, soit tous ces chiffres, tous ces médias, etc. J'ai l'impression que ça m'a remis, moi, dans ma propre vie, avec mes propres douleurs, mes choses à régler. Et donc, ces flashbacks, mais qui arrivaient mais dans la vie de tous les jours, à n'importe quel moment de ma journée, quoi. C'était même pas que la nuit, quoi.
C'était même plus que des cauchemars, c'était des trucs et je me disais comment régler ça, quoi. Alors oui, déjà, il y a peut-être aller voir une psy, ce que j'ai pas fait. Mais par contre, pour me libérer de ces flashs et de ce truc où je sentais que je me renfermais complètement sur moi-même, la solution, ça a été le piano. Ça a été le piano qui était dans mon salon parce que il est là, que c'est ma manière à moi d'aller sortir les choses. J'étais seule chez moi. Et ce Je t'accuse, il est sorti... il est sorti quand même assez vite, quoi. Il est sorti assez vite parce que je pense que c'est me considérer, voilà, encore une fois, victime. En fait, je pense que c'est la première fois que je me suis dit, tu fais partie de ces victimes. T'es pas... c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Tu ne dois pas avoir honte. Et tu n'es pas seule. Même si là, dans ce moment-là, je l'écris avec une solitude immense, au fond, comme si, tu vois, en énonçant ces noms de femmes, en étant dans ce truc aussi d'aller parler à la justice, parce que la justice, tu peux pas lui parler, tu peux juste ressentir de l'impuissance. Tu peux juste ressentir ce silence qu'elle laisse, tu vois, face à l'inaction. Mais je me suis dit, je vais lui parler à cette justice, je vais citer des noms de femmes, je vais me sentir moins seule le temps d'une chanson, quoi. Donc je l'ai écrite, cette chanson. Je pensais vraiment pas la mettre dans l'album. Pour moi, c'était une chanson pour moi, à la base, pour briser mon silence à moi, et ça suffisait. J'ai finalement décidé de la mettre dans la tracklist, et je comptais un peu la cacher dans les 12-13 chansons que je vais sortir dans le prochain album. Et en fait, quand j'ai vu l'effet, quand j'ai commencé à la faire écouter à quelques personnes, quand j'ai vu l'effet qu'elle faisait à certains, l'effet de libération surtout, je me suis dit, en fait, cette chanson, elle n'est pas que pour moi. Il ne faut pas que tu sois égoïste, il ne faut pas que tu la gardes que pour toi, cette chanson-là. Il ne faut pas que les gens tombent dessus s'ils tombent dessus. Je l'ai fait écouter à Andrea. C'est là où Andrea entre en jeu. Je pense que ce n'est pas anodin, le choix de l'avoir fait écouter à Andrea, parce que je savais qu'elle allait la comprendre. Plus que d'autres. Plus que des gens qui vont l'écouter, qui vont dire « Ah oui, c'est un sujet sociétal, super ». C'est plus que ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus que ça. C'est plus qu'un sujet sociétal. En tout cas, oui, c'est un sujet dont il faut parler. Donc, Andrea écoute cette chanson. 2 minutes 46 après, elle me rappelle, elle me dit « Je me propose pour faire des images. » Parce que là, je pense vraiment qu'il te faut des images, Suzanne. Il faut lui donner une dimension à cette chanson. Donc... je me propose. Bon, déjà, rien que Andrea Bescon qui se propose. Pour être réel, moi, j'avoue que j'ai vu Les Chatouilles il y a plus de 10 ans. J'étais encore serveuse. Je vois Andrea, c'était la pièce de théâtre. Je vois Andrea dans sa danse de la colère. Premier spectacle qui me... Bon, déjà, je chiale fort dans la salle. Et puis, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé chez moi après ce spectacle-là. Donc, dans ma vie de femme et dans ma vie d'artiste, la rencontre avec Andrea Bescon, déjà il y a 10 ans, ça avait été quelque chose de marquant pour moi. C'est là où je me suis dit, moi qui veux être artiste aussi, je pourrais utiliser ma plume pour combattre. J'ai compris en tout cas qu'avec l'art, on pouvait combattre ce soir-là. Donc, je trouve ça fou, avec le temps qui passe, la vie, et encore une fois, la magie de la vie et des rencontres, que ce soit Andrea qui réalise les images de Je t'accuse 10-15 ans plus tard. J'ai réussi à écrire cette chanson. Je pense que j'en aurais été incapable il y a 5 ans. J'étais pas prête. J'étais prête à écrire SLT, j'étais prête à parler de féminisme, à parler de harcèlement et tout, mais j'étais pas encore prête à dire je suis victime de violences sexuelles. Donc là, je le dis dans cette chanson, et malheureusement, je pensais pas qu'on serait aussi nombreux à s'y reconnaître. Je me disais que peut-être que les nanas, parce que j'ai quand même 70% de nanas qui m'écoutent, les nanas qui m'écoutent vont peut-être s'y reconnaître, quelques hommes aussi, évidemment, des enfants, malheureusement. Et en fait, voilà, tout ce monde s'est reconnu, et c'est passé largement au-delà de mes followers ou des gens, de mes auditeurs, quoi. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont tombés sur cette chanson, et on voit le nombre de commentaires qui déboulent sur YouTube et un peu partout. Et en même temps, ça rend triste, parce que triste constat de voir qu'il y a autant de gens. Et en même temps, ça crée une espèce de regain d'espoir, de regain de lumière, de regain de révolte aussi. Parce que depuis MeToo, il y a eu ce fameux MeToo où il y a eu un truc où voilà, ça libère, etc. Et là, aujourd'hui, on en est où ?
Moi, c'est un peu cette question-là que je pose, parce que comment il y a pu y avoir MeToo et comment aujourd'hui on en est encore à 94% de plaintes pour viol classées sans suite. Il y a une incohérence. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas ma chanson qui parle, c'est les chiffres. Parce que les victimes n'osent pas le faire aussi, parler. C'est clair que dans une société où tu vois qu'il n'y a pas de condamnation, ou que les victimes, même pendant le procès, c'est elles qu'on... Shame. Ah ouais, ça donne pas envie de parler, quoi. Donc là, quand je vois dans les commentaires que les gens témoignent, il y a des témoignages. Il y a des gens qui disent qu'ils ont qui ont réussi à le dire à leur famille, qui ont réussi à aller au bout de leur combat judiciaire. D'autres qui l'ont dit à leur agresseur aussi, qui ont confronté leur agresseur. Me dit, j'ai l'impression qu'avec Andrea et cette chanson et ce clip et toutes les personnes qui nous ont portés dans cette aventure, dans ce projet de collectif, ça a donné vraiment un regain d'espoir, quoi, je crois. Et une manière de dire, allez, on n'a pas fini ce combat, en fait. Là, il y a un deuxième round, en fait. Il risque d'avoir même quelques autres rounds, mais allons-y, le premier round ne suffit pas, quoi. Ouais. Le premier round, c'était la libération de la parole. Exactement. Là, maintenant, c'est la justice. Le deuxième round, c'est l'action, quoi. C'est l'action. Exactement. Ouais. Exactement, Louise. Merci. Non, l'action, merci mais tu vois, l'action, on a du mal à la mettre en place. Tu vois, tu le sens. Ouais. Les meufs, on essaye d'être soror, etc. Et on voit que ça marche pas. Et même quand on l'est, parfois, on l'est pas assez, quoi. Il y a quand même ce truc où il y a encore ce truc de se comparer dans les combats, dans les machins. On mène jamais des combats parfaitement. En tout cas, on essaye. On essaye de faire au mieux, mais parfois on se tire un peu dans les pattes entre nous. Enfin, je trouve ça un peu compliqué parfois. Mais bon, là, en tout cas, ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de femmes quand même, faut dire ce qui est. Et je sens que les femmes unies ont fait peur. Les femmes ensemble ont fait peur parce qu'on peut soulever des montagnes. Et ça, je l'ai vu en faisant ce clip, parce que dans ce clip, il y a énormément de femmes sur le plateau. C'est des chefs-op, c'est des techniciennes. On avait 10 jours avec Andrea pour faire ce clip. Donc, on avait une contrainte de temps quand même costaud. Le plateau Enfin, je veux dire, ça a été fou de voir à quel point les meufs pouvaient déplacer des montagnes. Encore une fois, c'était... Ensemble, on peut faire de grandes choses. On a une énergie qui est folle, tu vois, genre, et je trouve qu'on se rassemble pas assez pour tu vois, on porte nos choses toutes seules sur le dos. Ouais. Et on le fait bien, mais si on était une armée à dire la même chose, je pense qu'on pourrait faire peur au système, au monde, à ce monde qui nous opprime, qui nous violente et qui laisse faire. Qui nous laisse en silence, qui nous laisse sur le côté, quoi. Comme à la cour de récré, ou même à la cour de récré, c'était déjà comme ça. Je veux dire, je sais pas si c'était à mon époque, mais la cour de récré, c'est un espace public, entre guillemets. Eh ben, les garçons jouaient au foot et les filles, elles étaient où ? Sur les murs, sur le côté, en train d'essayer de prendre la place dans l'espace public. Bref, donc je trouve que c'est encore un peu comme ça. Et que ça risque de changer, parce que, comme tu dis, l'action va nous réunir. On est obligés. Parce que là, la libération de la parole, à la limite, c'est un peu chacun avec soi-même. Tu vois, on libère la parole, c'est un peu intime. Ouais. Mais là, l'action, on a besoin d'être ensemble. Je crois beaucoup au pouvoir de la colère. Ouais. Qui, je trouve, a été, et je pense volontairement, diabolisée, notamment la colère féminine, qu'on connaît tous et toutes sous le nom d'hystérie, qui n'a rien à voir. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment, quand j'entends des témoignages, personnellement, à chaque fois, ce que je ressens, c'est de la colère profonde, alors que les victimes, ce qu'elles ressentent, c'est de la honte. Et je me dis, mais le système patriarcal a vraiment bien fait son travail pour que les femmes victimes de violences sexuelles se sentent honteuses de ce pourquoi elles ne sont pas responsables. Oui, c'est clair. Alors qu'elles devraient être en colère. Non, mais c'est clair, et je trouve qu'on est... Tu fais bien de le dire, parce que cette colère... on nous apprend à la ranger. Ouais. Alors par contre, la honte, on la range pas. Hein. Vous la gardez bien, et puis vous éclaboussez pas surtout. Hein. Voilà, n'éclaboussez pas avec votre honte. Et encore moins avec la colère.
Mais sauf qu'aujourd'hui, quand j'entends dire « Ouais, c'est féministe, hystérique, quel relou, et puis elle gueule, et puis machin... » Mais comment voulez-vous, quand on voit le nombre de féminicides, le nombre de viols, le nombre... Enfin, les femmes aujourd'hui, elles se font violer, elles se font tuer, elles se font fracasser. Et on n'a pas le droit d'être en colère. Mais les amis, mais même ça, il faut nous dire comment on doit réagir à la violence. Vous êtes des ouf. Enfin, c'est... Oui, moi, même ça me remet en colère doublement, quoi. Tu vois, je me dis, on a été éduqués comme ça, on a été conditionnés, des gamines, à ce que tout nous passe sur le dos, à ce que la violence, on la subisse, la colère, on la range, la honte, on la... Voilà, limite, on la... Tu vois, quand je vois encore des nanas qui se font frapper et qui se maquillent, quoi, pour pas que la société le voie, et c'est elles qui vont aller cacher leurs blessures, et je me dis, et elles sont pas en colère. Ouais. Elles sont pas en colère, mais même on devrait tous être en colère. Les hommes aussi devraient être en colère. Et d'ailleurs, je remercie le peu d'entre eux qui sont dans les commentaires de Je t'accuse. Alors, il y a des hommes victimes, déjà. Je leur dis bravo pour leur courage de témoigner, parce que je crois que sur la libération de la parole des hommes sur les questions de violence sexuelle, c'est peut-être encore un peu plus dur. Mais je remercie aussi ceux qui se rappellent qu'ils ont une femme, qu'ils ont une mère, qu'ils ont des sœurs, des filles, et qu'on ne vit pas en sécurité, quoi, dans notre pays et ailleurs. C'est mondial, hein, je veux dire. Ce sujet, malheureusement, il est universel. Les violences faites aux femmes, c'est pas qu'en France, quoi. Ouais. Et surtout, en fait, ce que vraiment j'essaye qu'on arrivera à dépasser, j'arrive pas à mesurer tellement si on y arrivait encore, parce que je vois trop le réactionnisme masculiniste. Mais le fait que c'est pas en pointant du doigt les autres ou en se dédouanant de ce que font les autres hommes qu'on arrivera à faire bouger les choses. Tu sais, le fameux Not All Men qui, personnellement, à chaque fois que je fais un contenu sur le sujet, je vais avoir des commentaires oui, enfin, et en fait, vraiment, le Not All Men, il a du mal. Hein. Ouais, le Not All Men, ils ont du mal. Ils ont grave du mal. Et j'ai vu un TikTok qui parfois, ça vient vraiment de trucs qui sont pas forcément les plus académiques, mais c'était un TikTok meuf qui disait, qui reprenait un mec qui disait, mais vous allez faire comment en fait, si vous voulez plus d'hommes, si on n'est plus là pour vous protéger. Et elle était là, mais nous protéger de qui? C'est clair, mais voilà. Et non, tu vois, là, vraiment, et donc tout est dit. Oui, peut-être que toi, dans ton coin, tu n'es pas un agresseur, et j'en suis ravie. Oui, pourquoi t'es obligé de venir le mentionner? Ouais, non, c'est clair. Des hommes. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, je trouve ça fou quand même que les gens ramènent ça. Not all men, oui, mais pourquoi tu te sens autant visé? Enfin, tu vois, on parle pas de toi, on parle quand même de toutes les violences là, qui sont faites. Tu vois bien que c'est réel. Dire une femme aujourd'hui, quand elle choisit l'ours plutôt que l'homme, et elle veut dire, on est majoritaire hein, quand même, hein, c'est qu'il y a un problème. Quand les nénettes de 16 ans, elles disent qu'elles veulent aller habiter à Tanaland, enfin, il y a un truc, quoi, tu vois, genre, c'est pas normal. Et ce truc enfin, je crois que j'ai vu ce reel là où la nana, elle dit, on se protégera de qui, en fait? S'il y avait pas d'hommes sur Terre, bon, je suis un peu dure, mais... Ou pas, en fait, je suis peut-être juste réaliste, il y aurait pas de guerre. Il y aurait moins de viols, moins de meurtres, moins de tout ça, en fait. Moins de cette domination. Je pense qu'on a appris aux hommes, et même eux, je pense qu'ils sont enfermés dans ce patriarcat. Oui, ils sont victimes aussi de ce patriarcat. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que l'homme domine. C'est-à-dire, il domine les femmes, il domine la nature. Quand je vois aussi ces hommes-là qui vont aller détruire la nature, qui vont aller chasser, qui vont aller... ce côté un peu vraiment de domination sur tout, quoi, en fait. C'est pas que les femmes qu'on veut dominer, c'est même la nature, quoi. Je me dis, la domination, elle est partout. Donc, et c'est ça, la violence, en fait. C'est voilà. Enfin, ça me fait penser, tu vois, au moment où j'ai parlé de ce que j'ai vécu aux hommes de ma famille. Leur première réaction, ça a été ouais, on va se le faire, on va le fracasser. Ça sert à quoi ? La violence contre la violence, enfin la domination encore, ça veut dire quoi? Vous voulez lui montrer que vous le dominez? On va pas s'en sortir comme ça, les gars. Après, je comprends, tu vois, je comprends la réaction primaire de vouloir moi aller... aussi, je vais le frapper. Moi aussi, j'ai envie de le frapper, si tu vas par là. Ça fait des années que j'ai envie de le frapper, mais est-ce que ça me libérera de quoi que ce soit? Et à la limite, s'il y a quelqu'un qui doit le frapper, c'est moi. Ouais. Ni toi, en fait. Ouais. Parce que vous êtes des mecs. Non, arrêtez ça. Donc non, les femmes sont un peu en colère. Je pense qu'elles ont des raisons de l'être.
Et je pense qu'une révolution ne se mène jamais sans colère. De toute façon, on fait pas de révolution quand on n'a pas de raison de le faire, quoi. Quand il n'y a pas quelque chose qui nous a poussé à le faire et à se mettre en danger pour le faire, quoi. Donc, quand on voit ce qui se passe ici, mais ailleurs aussi, pour la condition des femmes, pour moi, aujourd'hui, la personne qui a honte de dire qu'elle est féministe ou un gars qui va me reprendre parce que je dis que je suis féministe et que le mot lui fait peur, je leur rappelle que c'est vouloir l'égalité, hein. C'est vouloir que la femme puisse évoluer dans un monde où elle est en sécurité, où elle vit à égalité, l'égalité des genres. C'est tout. Il n'y a pas de on veut tuer tous les hommes et les mettre en prison, hein. Calmez-vous, hein. Si vous êtes en prison, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Et encore, vous inquiétez pas. A priori... Tranquillement, il y a plus de dealers en prison que de violeurs. Donc tout va bien. C'est pas demain la veille que les prisons seront remplies de violeurs. C'est vraiment, pour comprendre un peu ça, moi j'avais écrit mon premier essai qui s'appelle Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Et où j'avais réalisé... après c'est mon interprétation, il n'y a pas de vérité, mais j'avais réalisé à quel point, en fait, le problème était sociologique. Donc, totalement modifiable, tu vois. C'est que, en fait, ça tient quand même vachement à la construction de la féminité et de la masculinité, qui sont de la performance de genre, et qui prospèrent sur le système de punition-récompense. Et en gros, à chaque fois, en tant que femme, qu'on va performer les attributs de la féminité, on va être récompensé, valorisé socialement. À l'inverse, on va être sanctionné, très souvent par la honte, quand on ne va pas la performer. Exemple tout con, on en parlait là ce matin, tu vois, t'arrives démaquillée en jogging et tu ne performes pas ce qu'attend de la féminité, tu peux te prendre des commentaires sur YouTube, tu peux te prendre des... C'est la forme de sanction qui vient te rappeler que t'es un peu sorti de ce qu'on attendait de toi. Ouais. Et en fait, malheureusement, ça c'est un exemple, on va dire, superficiel, mais ce même système vaut également quand t'es victime de violences, que ce soit des violences physiques, des violences sexuelles, c'est que du coup, on n'aime pas, ce n'est pas dans les attributs de la féminité, qu'elles ouvrent leur gueule, qu'elles se plaignent, qu'elles soient en colère, et donc de subir la honte qui va aller avec ce comportement. Et donc, inconsciemment ou consciemment, on va plutôt avoir tendance à performer ce qui est attendu de la féminité, à savoir l'abnégation, souffrir en silence, en souriant, comme si le martyr était noble. Mais c'est pas noble de souffrir. Ah non, pas ça, c'est une... on est d'accord. C'est une vue de l'esprit. on est d'accord, mais ça, je pense qu'il a fallu... tu vois, c'est très juste, je trouve, ce que tu dis. Mais il nous a fallu quand même quelques années pour arriver à mettre des mots dessus, sur ces comportements. Je te dis, on nous conditionne dès l'enfance, quoi. Donc, et après, pour se sortir de ce conditionnement, tu dis, d'abnégation, de se taire, etc., c'est un long chemin. Mais comme tu dis, la société, est-ce que la société est prête à entendre une femme en colère? Je crois pas. Est-ce qu'elle est prête à voir une femme qui arrive, tu vois, quand je vois des meufs qui arrivent sans trop de make-up, comme tu dis, sur cette partie-là, dans des interviews, etc., où elles vont se prendre des coms. Ah, mais putain, elle a pris cher, elle a pris un coup, ou machin. Elle est malade, elle a vieilli. Elle est malade, elle a vieilli, elle est pas belle. Et ce qu'elle a à dire, sinon, tu t'as entendu ou pas? Pourquoi elle est venue à la base? Pourquoi elle est venue à la base? C'est pour montrer son make-up ou pour faire entendre ce qu'elle a à dire? Non. Déjà, il y a un petit truc... petit souci là-dessus. Et puis, même, j'ai l'impression qu'une femme qui donne son avis, même en 2025, ça fait chier. Ça fait chier certains, parce que moi, je le vois même en chanson, quand j'entends les chansons de certains artistes masculins qui vont aller donner des opinions dans leur avis, leur vision du monde, etc., dans leurs chansons. On va pas aller les attaquer, même s'ils prônent la violence, la misogynie, etc. Moi, par contre, quand je vais aller sortir une chanson comme Je t'accuse ou Clit is Good ou SLT, on va me dire c'est un peu trop brutal ou c'est un peu trop... Enfin, tu vois, on va me remettre en question sur le pourquoi j'ai écrit ça. Alors que, pourquoi vous n'allez pas demander à des rappeurs pourquoi, je sais pas, ils lâchent des phrases qui peuvent être limite condamnables dans leurs chansons. J'ai rien contre les rappeurs, mais j'ai contre la misogynie, par contre. Ouais. Parce qu'encore une fois, la misogynie tue. Et
Il faut pas la glamouriser, quoi. Bah non. Il aura parfois tendance à la glamouriser, ouais, c'est quoi. ça. Et puis, quand on me dit, ouais, Suzanne, elle est un peu misandre et tout, la misandrie, ça tue personne, par contre. Hein. Calmez-vous, à la limite, ça vous vexe un peu, mais ça tue personne. Donc, et je ne suis pas misandre. J'écris pour les femmes. L'autre fois, il y a une journaliste qui a essayé de me faire dire ça. Mais du coup, t'écris souvent contre les hommes. Quoi ? Mais what ? Mais les hommes, j'ai aucun problème avec les hommes. Hein. Cœur, les hommes, ceux qui vont, ça veut dire ceux qui ne sont pas dans ce Not All Men, tout va bien, j'ai des hommes dans ma vie, j'écris pas contre les hommes, j'écris pour les femmes, parce que je suis une femme. Alors s'il y a des endroits où la violence masculine est décrite dans mes chansons, je suis désolée, c'est parce qu'elle existe. Donc je vais pas la mettre de côté, parce que tu comprends, je vais vexer deux pélos qui vont se dire, attends, je fais pas partie du Not All Men. Comment t'as déconstruit, justement, toi, les injonctions à la féminité ? Si je prends Suzanne à 20 ans et Suzanne à 30 ans. J'ai eu du mal avec ça. Putain, ça a été compliqué, cette féminité, mais dès le départ. Hein. Dès le départ, ça a été une tannée, cette féminité. Parce que pour moi, j'adore être une femme. Mais j'ai adoré le moment où on m'a montré qu'on pouvait être le modèle qu'on veut. Il n'y a pas un modèle unique où c'est comme ça, être une femme, dans les habits, dans le machin. Je me rappelle déjà, c'était mes premières boutiques avec ma mère qui allait au rayon fille, rayon robe, parce qu'elle avait une fille, donc elle voulait habiller sa fille en fille. Et moi, j'étais ultra mal à l'aise avec ces histoires de robes, puisque pour le coup, je jouais au foot avec les garçons à la récré. J'avais pas envie de me coller au mur, donc j'avais plutôt envie d'être en pantalon, d'être confortable, mettre ma petite casquette à l'envers. Moi, on m'appelait... j'étais un garçon manqué quand j'étais gamine. Les gens disaient tout le temps à ma mère... Ah, votre petit garçon manqué. Je savais pas trop comment le prendre, mais ça me vexait pas tant. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi manquer. Je peux être une fille réussie aussi, en jouant au foot, en étant en pantalon et en transpirant quand ma mère vient me chercher à l'école. C'est assez significatif que l'inverse n'existe pas. Ben ouais, exactement, merci. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Viril sur le prochain album, où j'ai ajouté un E parce que je comprenais pas pourquoi viril, ça pouvait pas être attribué à une meuf. Parce qu'on me dit souvent, t'es une meuf avec des couilles. Pourquoi pourquoi les couilles Tu peux me dire que je suis une meuf. Et pourquoi c'est un compliment et pourquoi ajouter un truc masculin à un compliment qu'on fait à une meuf Je sais pas, il y a un truc un peu qui marche pas ensemble. Tu peux juste me dire que je suis peut-être courageuse ou je suis des attributs qu'on donne plus souvent au genre masculin. Mais pour moi, toutes les meufs sont viriles, puisqu'elles sont courageuses, elles sont déterminées, elles sont puissantes, elles ont de la force. Pas que physique, tu vois, mais aussi de la force physique. Il y a des nanas qui plient des gars à certains trucs, quoi. Faut arrêter. Quand tu vois sur les réseaux cette nana là qui courait et il y a un gars derrière qui essaie de la dépasser parce qu'il est vexé qu'elle court plus vite que lui. Mais mec, si elle s'entraîne tous les jours, tu vas pas... Là, je pars un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire que dès gamine, j'ai eu beaucoup de mal avec ce conditionnement, avec cette case pour les filles. Ça a commencé très tôt dans les boutiques, ça a été après dans la cour de récré, quand on m'a dit à un moment donné « Mais t'es une fille, tu peux plus jouer au foot avec nous ». Ça, c'est arrivé parce que j'y jouais de mes 7 à mes 10-11 ans, et vers 11 ans, tu sais, quand on commence à entrer dans la pré-puberté, là, tout à coup, il y a cette scisure vraiment qui se fait, et les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Et moi, je me rappelle... J'allais dans les toilettes en réunissant les filles et je leur disais, voilà, ils nous lancent des ballons dans la tête, machin et tout, parce qu'on se faisait emmerder par les garçons dans la cour et il fallait rien dire, là, déjà, tu vois, il y avait déjà ce truc de, on se fait embêter, on va couiner un peu à la maîtresse et puis il se passe rien et voilà, quoi. Donc déjà, on nous apprend ça. Tu te fais fracasser par un garçon à la récré, tu vas un peu pleurer, mais il se passe rien de plus. Donc moi, je me rappelle, je faisais des réunions karaté dans mon Dieu, dans les toilettes des filles. Je leur disais, on se laisse pas embêter par les garçons et tout. Bon, bref, j'étais déjà un peu... Sympa, ouais. Mais parce que je pense que j'avais compris qu'une fille, ça galérait dans la vie. C'était en dessous, quoi. On nous mettait en dessous tout le temps, surtout. Et d'ailleurs, tu le vois, même une fille... à l'école, il faut qu'elle soit calme, gentille, discrète, qu'elle lève la main, qu'elle ait des images, qu'on la récompense. Là où le garçon, s'il est un peu virulent, machin et tout, ce sera plus accepté. Une fille qui tient pas trop sur sa chaise, on n'aime pas trop, quoi, tu vois. Donc bon, il y a tellement de choses à lister sur les conditionnements qu'on nous fait dès l'enfance, quoi.
Mais en tout cas, là, aujourd'hui, dans ma vie de femme, je le sens encore, ça. Je sens encore ce truc de... la Suzanne, c'est une femme un peu particulière. Mais pourquoi particulière Je suis pas une femme manquée. Je suis devenue une femme. Le garçon manqué est devenu une femme. Et fière de l'être. Et fière de l'être, c'est clair. Donc voilà, bon bref, c'est des choses qui peuvent me rendre quand même, me mettre de l'émotion parce que les filles, on doit se bagarrer toute notre vie, quoi, en fait. On dit souvent que c'est les garçons qui se bagarrent, mais c'est les filles qui doivent se bagarrer, ne serait-ce que pour exister, en fait. Exister, être en paix avec elles-mêmes. Déjà, tu vois. C'est profond. C'est un vrai combat sur lequel je réfléchis un peu l'étape d'après la déconstruction. Une fois qu'on déconstruit les injonctions dont on est victime et on choisit ce qu'on veut performer ou non, parce que de toute façon, le féminisme pour moi c'est une question de choix. Ouais. Et vraiment un sujet qui me passionne en ce moment, c'est... Mais pour qui elle se prend ? Ouais. C'est quoi ce nouveau truc pour qui elle se prend ? Parce qu'en fait, c'est hyper significatif, je trouve, de le fait que ça dérange qu'on prenne de l'espace. Ouais, complètement, on en revient à ça. En fait, elle se prend pour qui elle veut être. Bah oui. Ce truc de... Mais pour qui elle se prend ? Pourquoi il y a une limite à qui elle devrait être ? Ouais, non, mais complètement. Et je teste, tu vois, un peu auprès j'en parle à des personnes. Je sens que moi, j'ai pas du tout le même curseur. Je pense que c'est une sorte de curseur, tu vois, de l'acceptable. Où moi, je peux vraiment déranger. Et je suis en train de voir... Attends, en quoi par les questions que je peux poser, par l'espace que je peux occuper, par le bruit que je peux faire, par la pugnacité, détermination dont je peux faire preuve, sans trop de limites. Et je questionne vraiment ce qui relève de... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui, en fait, est socialement acceptable, qui le décide, pourquoi, et dans quelle mesure c'est inégalitaire en termes de genre, tu vois. Cet espace qu'on occupe. Mais vraiment, du coup, j'essaye vachement de me réapproprier mais pour qu'elle se prend comme un compliment. Ouais, mais tu as raison, parce que c'est vrai que ce pour qui elle se prend, ça peut te renfermer. Quoi. Bah ouais, en fait, tu peux te dire, j'en ai trop fait. J'en ai trop fait, mais c'est quoi faire trop ? Mais ça, on en revient toujours à ce truc de dire à une femme si elle en fait trop ou pas assez. Et c'est souvent trop ou pas assez. Il n'y a jamais, en fait, ce truc de se dire, elle est alignée avec elle-même. Elle dit ce qu'elle veut, de la manière dont elle veut. Peut-être que ça peut te paraître trop à toi ou pas assez à toi, mais elle est elle-même, comme tu dis. Elle se prend pour qui ? Elle se prend pour elle-même. Et être elle-même, dans la vie d'une femme, être soi-même, c'est vachement compliqué quand même. Ouais. Parce qu'on veut que tu sois comme ça. Enfin, il y a déjà tout ce cadre dont on parle depuis tout à l'heure qui fait que déjà, toi, tu vas t'insérer un petit peu comme tu peux. Et même si tu veux le péter, ce cadre, dans tous les cas, on va te rappeler qu'il est là. Hein, on te rappelle bien, attention, pour qu'elle se prenne. Toi, t'es sorti un peu du cadre, on veut t'y remettre. Et non, mais toi, tu comprends, tu vois, ce truc où, en fait, t'as pas à te remettre en question sur ce que t'as dit, comment tu l'as dit, comment tu l'as fait. Non, tu remets pas ça en question. Et je pense que faut être lucide, en fait, pour arriver à voir tout ça, tu vois, à sentir que c'est présent, parce que encore une fois, cette misogynie ordinaire, elle est là, mais parfois, elle est même pas palpable. Tu te rends compte qu'après, qu'en fait, c'était vachement misogyne, là, ce qui s'est passé. Ouais. Et voilà, mais le pour qui elle se prend pour Beyoncé. Mais ouais, mais c'est marrant, moi, je pensais à Rihanna. Ben, c'est des modèles de femmes, quoi. C'est quand même un putain de rôle modèle. Je sais pas si on se rend compte. Il y a beaucoup de comportements qu'elle a qui peuvent paraître anodins, mais qui montrent à quel point elle est en mode, mais pour qu'elle se prend, bah pour moi, et fuck you si ça te plaît pas, tu vois. Genre, tu sais, c'est con, par exemple, c'était quand même, je crois, après j'ai pas l'historique, tu vois, mais l'une des premières, ce truc du ventre rond, tu vois, on adore les ventres ronds, hein, mais en vrai, tu les voyais jamais, les ventres. Non, surtout chez les meufs des tapis rouges. Elle est arrivée en crop top, elle a montré son ventre de femme enceinte, et elle était là, je m'en fous. Les gens sont là quand t'es enceinte, il faut faire attention, il faut rien faire et tout. Elle a fait quoi ? Elle est montée, elle a fait un Super Bowl. Non, mais oui. Et elle a dansé. Ouais, c'est ça. Les gens disent « Ah, mais tu réussis dans la musique, il faut rester dans la musique. » Et tu sais quoi, elle a monté 2-3 business. Et elle fait ce qu'elle veut, en fait. Qui valent des millions. Ouais, c'est clair. Et elle est là, genre, j'ai juste envie de faire ça, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est des rôles modèles comme ça qu'il faut
Ouais, mettre en avant et puis étudier, en fait, au-delà de juste dire « Ah, trop bien ». Non, étudions ce qu'elle réussit à faire, qu'on n'arrive peut-être pas encore, et ce qui peut nous inspirer à être qui on a envie d'être, quoi. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, faut mettre en avant des meufs comme ça. On dit souvent que c'est des meufs badass. Mais en fait, les meufs badass, c'est juste que elles sont libres. Elles sont libres, en fait. Finalement, c'est tout. C'est tout. Arrêtez de dire que c'est des meufs badass, parce que ça fait plus masculin de dire badass. Mais non, c'est des meufs libres. Je pense que Rihanna, qui arrive complètement enceinte partout où elle veut, c'est c'est son corps. Ouais. Elle s'approprie son corps. Ce n'est pas qu'une enveloppe. Enfin, tu vois, elle décide de se montrer en étant enceinte. Parce que c'est une femme, c'est une mère. Enfin, tu vois, elle montre ce qu'elle veut. Donc, plus de Rihanna dans la vie, en tout cas. Et franchement, je pense qu'on peut se dire qu'effectivement, au prochain mais pour qui elle se prend, les meufs, pensez à Rihanna, pensez à toutes ces meufs-là hyper libres, qui font ce qu'elles veulent. Et souriez pour moi, avec un grand sourire. Pour moi, exactement. Et je pense que c'est la meilleure des réponses, en effet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'autorises pas encore à faire ? Dans ma vie de meuf, tu veux dire ? Bah, dans ta vie tout court. Dans ma vie tout court, que je m'autorise pas à faire. Bah, je pense que ça, c'est par peur. Et c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'homophobie quand même en France, mais je tiens pas la main de ma meuf dans la rue. Okay. Ça, j'autorise pas. Ou en tout cas, je m'autorise pas à être amoureuse dans l'espace public. Je suis amoureuse qu'entre quatre murs. Okay. C'est un peu triste, mais ouais, je dirais que ça, j'ai pas encore le courage. Ouais. J'ai pas encore le courage okay, hein. Parce que ouais, c'est ok. Après, ça m'embête quand même parce que je me dis, tout ce discours que j'ai à justement vivre librement, vivre en étant moi-même, vivre sans penser au regard des autres, etc. Bon, ben là, dans cette affaire d'homophobie, je suis un peu embêtée parce que j'aimerais aller au-delà de ma peur, mais je sais que ça peut engendrer des choses un peu difficiles, de la violence physique, et ça me fait trop peur. Donc, je sais que ça arrive tous les jours. Admettons, dans Paris, on se dit pas que des meufs se font casser la gueule ou que des hommes se font casser la gueule parce qu'ils sont en couple avec une personne du même sexe, mais malheureusement, ça arrive tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pas encore. Tu vois, admettons... après, je sais que c'est pas des femmes qui vont me casser la gueule dans la rue quand je tiens ma meuf. Bon, voilà, ça, c'est encore un petit sujet. Mais en fait, il faut choisir sa charge mentale. Ouais, tu vois, je pense que c'est cool que t'en parles, de montrer que t'es pas exempte encore de peur, tu vois. Peur, ouais. Parce que c'est dur d'être sur tous les fronts, tu vois. C'est ok s'il y a encore des espaces. Moi, je me retrouve encore, notamment dans des beaux événements. Tu vois, la semaine prochaine, je vais au Festival de Cannes et tout. Et parfois, les gens me disent, mais genre, c'est incohérent, tu performes grave la féminité. Et en fait, bon, déjà, parfois, de temps en temps, ça me plaît. Mais aussi parce que le coup de ne pas le respecter, j'ai pas envie de dealer avec là-bas, tu vois. Et peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'à chaque fois, c'est pas subi, mais que c'est choisi. Ouais. Tu vois. Ça, je suis d'accord. Et c'est parfois ce qui est dur à identifier. Qu'est-ce qui te fait peur à toi ? Qu'est-ce que tu fais pas que Alors, tu sais quoi, moi, je pense que c'est même pas une peur. Je pense que je suis encore trop victime du male gaze. Ah, ok. Marrant. Ouais. Je pense qu'à ce genre d'événement, y a encore ce truc où t'es qu'avec des meufs trop fraîches. Et même si ma valeur, je la mets à 90% dans ma personnalité, tu vois, il y a encore un 10% qui est là, genre, je vais essayer d'être fraîche aussi. Ah ouais. Pour être validée. Tu vois. Tu veux dire, ouais, c'est toi, ton image, ton rapport à toi-même. Je pense qu'il y a encore de ça. Et vraiment, je l'ai plus dans la vie de tous les jours. Mais dans des grands événements comme ça, ouais. Mais je pense que c'est libérateur d'entendre qu'une meuf comme toi peut ressentir ce genre de choses aussi, tu vois. Comme tu dis, on n'est pas exempt en tout. Ouais. Et on ressent aussi les choses, on peut pas, même si on sait et qu'on a de la clairvoyance sur certains sujets, tu peux pas, y a des endroits où t'es pas encore prêt, quoi. Ah bah non, de toute façon, on est en perpétuel... Et que tu ressens, et chaque ressenti est légitime, donc, mais je pense que ça peut créer une petite soupape de décompression, d'entendre que, ouais, même une meuf comme Louise, elle peut ressentir ce genre de truc, ce poids
tu vois, de male gaze qui est un peu resté, ce regard des autres, ce truc où cette féminité qu'il faut absolument se comparer aux autres femmes, se comparer. Je pense qu'il y a un vrai souci avec ça. Moi, je le vois beaucoup dans le milieu de la musique. On nous dresse les unes contre les autres. Ah, c'est vrai. Oh, tu vois beaucoup de feats entre chanteuses, toi ? T'en vois beaucoup des feats entre chanteuses ? Je me suis jamais posé la question. Voilà, posez-vous la question, les amis. Je le vois, mais parce que moi en ce moment, j'adore la K-pop. Je le vois dans la K-pop. Ouais, ça arrive peut-être dans la K-pop, mais dans la chanson française, bon courage. Ouais. On est quand même toutes en train de faire des feats avec des gars, ça arrive. Parfois même, on va poser nos voix sur des chansons misogynes. Pas moi, mais au lieu de se dire, tiens, on va peut-être essayer de faire collaborer ensemble, parce que c'est ça aussi la sororité. Bah de ouf. Les médias, etc., je sais même pas si c'est conscient, mais oui, ils font en sorte qu'on se compare, entre guillemets. Tu sais, les phrases d'accroche où on te met machin qui ressemble à machin, qui, à la fin, tu sais plus qui tu es toi. On t'a mis en sandwich entre deux meufs, enfin bon, ou entre deux gars. Bon, moi, c'est plus souvent des gars, mais bon, bref, tout ça pour dire que à la fin, je trouve que dans l'industrie musicale, le résultat est là. Il n'y a pas de chanson produite par des meufs qui seraient chantées par deux meufs, à part Lara Fabian et Morane à l'époque. Sincèrement, je vois pas quel est le dernier feat en France. Et t'as essayé, toi ? Ah, mais moi, des meufs, mais moi, je suis open. Et je pense que les meufs, elles le savent. Moi, j'ai déjà essayé avec des meufs et tout, qui ont fait, je vais pas citer de nom, hein, mais faire mes volets, mais pas de problème. Et peut-être qu'elles reviendront au moment où ce sera attrayant pour elles. Mais moi, je ferme pas la porte parce que je fermerai jamais la porte aux meufs, même celles qui me l'ont fermée. Mais je pense que je vais essayer de rester élégante, mais je trouve ça dommage. Franchement, je le dis, je trouve que c'est très hypocrite d'aller dire les sœurs, on se soutient. Et pourquoi on se soutiendrait pas concrètement, les meufs ? Pourquoi il n'y a pas une chanson qui traîne là, en fait ? Pourquoi hyper intéressant, ça c'est marrant, je l'avais. Après, les univers artistiques, parfois ça fonctionne pas et tout. Mais ne serait-ce que par principe de l'élan d'essayer. On se retrouve dans un studio, on fait une chanson, on n'est pas obligé de la sortir, il n'y a pas de pression. Je veux dire, si elle te plaît pas, elle me plaît pas assez, on n'est pas raccord, c'est pas grave. Mais au moins, on aurait essayé de travailler ensemble, on aurait essayé de faire évoluer ces choses-là. Les gars, entre eux, ils font des feats. Bah bien sûr. Ça se soutient, ça prend le public de l'autre, ça prend le public de l'autre, ça s'assemble, ça rassemble les gens, etc. Nous, on veut faire des grands combats, mais en parlant seul, chacun de notre côté. Moi aussi, j'écris une chanson féministe, oui, super. Et il en faut. D'ailleurs, il en faut plein. Il en faut pas qu'une, il en faut des tonnes. Mais ça vous dit pas qu'on essaye quand même un peu de bosser ensemble, plutôt que de bosser à se dire que l'une elle fait mieux que l'autre, ou que, enfin, tu vois. Et ça, j'ai vraiment une théorie là-dessus sur la comparaison, et donc je la partage aussi pour peut-être aider certaines d'entre nous. C'est la comparaison féminine et la compétition instaurée par la misogynie intériorisée est tellement ancrée, même en grandissant. Enfin, en fait, vous n'arriverez très certainement jamais à vous départir totalement de ce réflexe de comparaison. Donc savoir ça, déjà, ça m'a énormément aidé, parce que moi, je pouvais m'en vouloir de justement peut-être voir une meuf qui avait accompli plein de trucs, tu vois, et de me sentir comme une merde. Et en fait, du coup, ce que j'ai réalisé, mais c'est un peu le principe de la déconstruction, c'est que tu vas toujours avoir ce petit truc au début de la meuf, voilà, peut-être elle est archi fraîche, peut-être elle a accompli plein de trucs que tu voulais faire. Tu vas toujours avoir ce truc de « oh, pas moi ». Mais la déconstruction, c'est de choisir de pas nourrir ce jugement. Exactement. C'est de choisir de se dire « ok, j'ai ressenti ça, j'ai été touchée, mais en vrai, est-ce que bête de meuf. En vrai, GG. En vrai, si elle réussit, c'est qu'elle nous aide toutes. » Et sûrement qu'elle se dit la même chose de toi. Hein. Sûrement qu'elle se dit bête de meuf, ou si elle te rencontre, elle se dira bête de meuf, tu vois. Mais parce qu'on a tous nos trucs avec nous-mêmes et c'est vrai. Nos inconforts que personne ne sait voir. Mais la comparaison, voilà, en tout cas, la comparaison entre les meufs, je pense qu'elle est, comme tu dis, elle est un peu ancrée. Mais ne pas nourrir, c'est s'en libérer de cette... c'est comme les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées négatives, etc. C'est soit tu les nourris, tu leur donnes du... Vas-y, quoi. On te du te pagos donne de l'eau. fraise. Voilà, on t'arrose, mais là, on n'arrose rien du tout. On fait en sorte de la prendre, de la sortir de la tête. Et j'écoutais... J'aime bien Bruce Lee. J'ai un petit truc avec Bruce Lee.
depuis que je suis gamine et j'aime bien écouter ce que raconte Bruce Lee. Et justement, il disait ce truc-là de la pensée négative ou des choses qui sont un peu conditionnées dans notre tête, d'arriver à ne pas les nourrir, à les discipliner ses pensées. Ouais. Donc tu vois, ces pensées-là qui sont parfois un peu putain, je crois que cette meuf elle est meilleure que moi et elle a ce que je veux, pourquoi elle est, pourquoi pas moi. On ne pourra pas nous empêcher de les avoir. Voilà, tu peux pas t'empêcher de les avoir, mais peut-être qu'à force de les désamorcer, déjà peut-être qu'elles viendront un peu moins et en tout cas elles sont pas nourries. Tu leur donnes beaucoup moins de poids. Voilà, c'est pas des bombes qui vont exploser parce que tu désamorces avant, quoi. Ta santé mentale, elle va bien? Ça dépend, hein. Franchement, la santé mentale, je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'on en parle de plus en plus. Et que à l'époque, tu vois, de mes darons, mettons, je vois mon père, hein, pourtant qui est infirmier, qui est dans la santé, hein, la santé mentale, pour lui, ça passe en second, quoi. On se dit pas, le bobo dans la tête, il peut faire aussi mal que s'il était physique. Nous, je crois que notre génération, on est un peu plus attentif à ça. Moi, je sais que ma santé mentale n'est pas toujours impeccable, mais je pense que c'est impossible. C'est un peu comme le corps. Le cerveau, quoi. Il y a des petits endroits où tu as un peu mal au dos, tu t'es un peu mal réveillé ce matin, ou je sais pas, tu te blesses à des endroits où, voilà, tu es blessé sur ta santé mentale. Mais en tout cas, j'essaye d'y faire attention. Je sais que je fais pas un métier qui est très... Santé mentale friendly. Santé mentale friendly. Mais voilà, j'essaye en fait, en tout cas, de m'enraciner. Je pense que c'est ça qui me sauve beaucoup dans ma santé mentale, c'est d'avoir un certain ancrage quand même avec les gens qui m'entourent, avec ma relation amoureuse qui dure depuis 15 ans. Ouais, mais bon, ça, tu vois, c'est quelque chose qui me ramène, voilà, c'est moi, quoi. Et puis j'ai quelqu'un qui connaît aussi ma santé mentale et je sais que je peux être épaulée aussi. C'est bien d'avoir cette soupape de se dire je suis avec quelqu'un qui me comprend, qui m'aime et qui sera bienveillant. Ma famille, etc. Mais c'est vrai que parfois, je fais un métier où le rapport avec moi-même peut être compliqué. De me voir dans une glace, ne serait-ce, de me voir dans un téléphone. Avant, quand j'étais serveuse, je ne me voyais jamais. Je n'avais pas la conscience limite de ma tête, à quoi je ressemble. Donc là, il y a ce truc de jugement à soi-même qui peut être un peu difficile parfois. Mon anxiété généralisée qui m'empêche de faire beaucoup de choses, mine de rien, qui m'empêche et qui me pèse. J'ai pas encore trouvé les solutions. Moi, je crois que tout se règle en musique, mais je sens qu'au fond, c'est pas vrai. Je veux croire que tout se règle en musique, mais avec le temps, je comprends que non, qu'il y a des choses qui sont plus profondes que ça. Alors après, moi, ma thérapie, quand même, c'est d'aller aussi extérioriser tout ça, que ce soit un exutoire, vraiment les concerts, tu vois, vraiment ce truc où mon corps va sortir les choses, tu vois, même ce nouvel album, c'est une espèce de truc où je vais ressortir des choses que j'arrive pas vraiment à sortir. Donc j'ai cette chance-là dans mon métier quand même, tu vois, sur le côté santé friendly moyen, mais quand même sur cet aspect de je peux m'exprimer, je suis une femme qui peut s'exprimer artistiquement, etc. Ça quand même, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc on va dire qu'on est là. J'ai pas passé le cap d'aller voir une psy. Parce que la seule fois où je l'ai fait, je me suis demandé si la psy allait plus mal que moi. Du coup, ça m'a pas chauffé pour la suite. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver la bonne personne aussi. Je pense que c'est une question de trouver la bonne personne et aussi être conscient que parfois la santé mentale, elle va pas. Moi, combien de fois je me suis vue dans mes rêves descendre dans des toboggans infinis, enfin des trucs où tu sens que ton subconscient il te dit mais t'es angoissée, mais c'est une angoisse qui est horrible là, ça te tue à l'intérieur. Donc voilà, j'essaye de faire au max, mais souvent quand on me demande alors c'est quoi la suite pour toi, alors j'aimerais bien dire il faut que ce zénith soit rempli au max, il faut que cet album marche, là il n'y a pas de il faut, je veux pas de tout ça, si ça arrive tant mieux. Je crois que ce que je veux le plus là, en parlant de santé mentale, c'est trouver la paix intérieure. Je sais pas si ça existe. La paix, tout court. Bon, la paix extérieure, ça, j'y crois pas vraiment. Ouais. Mais la paix au moins intérieure, la paix avec moi-même, ce serait chouette. J'avoue, parce que on dit souvent de moi que Suzanne, c'est une combattante et tout, mais je crois que la personne avec qui je me bats le plus à la fin, c'est quand même moi.
C'était quoi la période la plus difficile de ta vie? La peur la plus difficile de ma vie. C'était quoi la période? Ah, la période. Niveau santé mentale, la plus difficile de ta vie? Oh, je dirais l'adolescence. Cette adolescence-là, le décrochage, l'homosexualité à assumer, les gens qui me disent tu rêves, tu feras jamais ce que tu veux faire. Cette entrée dans le monde d'adulte avec cette agression, enfin ce viol qui est venu par-dessus. Enfin, cette période-là, entre les 16 et les 22, bisous, ciao, quoi. Franchement, si je pouvais la... Bon, après, j'ai écrit à 23, hein, tu vois, 17, 22, et à 23, allez, boum, la plume, c'est parti, je peux pas rester comme ça. Tu te donnerais quoi comme conseil si là tu pouvais parler à cette Suzanne ado? Je lui dirais, cette Suzanne ado, je lui dirais... n'aie pas peur, quoi. Ça revient toujours à cette peur, n'aie pas peur d'être toi-même, déjà. J'aurais aimé lui dire quand même de pas être aussi naïve et d'arriver à se défendre, mais c'est trop tard. Donc du coup, c'est toujours un peu... Se défendre d'eux. Bah, admettons, sur ce viol que j'ai subi, j'aurais adoré pouvoir me défendre. Ouais. C'est quelque chose qui me reste en tête, tu vois, qui me... Ça me tue que tu te responsabilises encore, tu vois. Ouais, c'est encore que un peu, t'aurais mais pu défendre, mais il aurait pu ne pas essayer de te violer, surtout. Ouais, de ouf, bien sûr, mais c'est encore un mécanisme que j'ai, tu vois. Ouais. C'est horrible, mais parce que je pense que j'ai encore un long travail à faire, et d'ailleurs, je l'ai vu sur le tournage de Je t'accuse, et je me suis fait avoir par mes propres paroles, en fait, et des émotions que je pouvais pas du tout contrôler, quoi, que c'était de l'angoisse, en fait, c'est des trucs qui remontent. Donc, tu vois, rien que de dire je me suis pas défendue, alors que, oui, mais bon, vu qu'on part du principe que qu'est-ce que je lui dirais à... Mais je comprends. À cette Suzanne, c'est la preuve que... tu vois, j'ai pas envie de lui dire méfie-toi, mais en même temps, j'ai quand même envie de lui dire... Ouais, t'es une fille, donc protège-toi, quoi. Fais attention à toi, quoi. On te l'a peut-être pas assez dit, mais fais attention à toi et voilà. Et n'aie pas peur d'être toi-même et n'aie pas peur d'être la femme que tu dois être. Voilà ce que j'ai envie de lui dire à cette gamine. Et trompe-toi. Fais ta liste d'échecs. Il y aura une liste de victoires qui va avec, mais n'hésite pas à te tromper, c'est pas grave. Voilà, mais je dis ça à l'adulte que je suis aussi, hein, aujourd'hui, tu vois, genre, j'ai pas encore dépassé ce truc-là, donc... Non, ouais, c'est vrai. Un peu mieux, mais tu vois, il y a du gain, je pense que tu règles pas les choses sur des choses à régler comme ça, il y a des étapes, il y a la montagne à grimper, quoi. Parce qu'en plus, souvent, ce qui rend le chemin long, c'est qu'il y a d'abord à démonter. Ah ouais. Pour ensuite reconstruire. Bah, de toute façon, une montagne, c'est toujours comme ça. Je veux dire, il n'y en a jamais qu'une seule. Tu peux pas arriver au sommet en haut direct. Du sommet, puis après, il y a quoi? Après le sommet, il y a la redescente pour finalement remonter la prochaine montagne. La vie, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je ne fais pas d'ascension. Voilà. Non, mais c'est vrai, l'ascension, entre guillemets, si on veut lier ça à tout ce truc de succès, de machin et tout, après le succès, il y a la descente. Hein. Il y a l'ascension, il y a la... Enfin, tu vois, il y a toujours cette... Donc c'est pour ça, moi, à la fin, je me dis, j'essaye de résumer ça à une longue marche. Qu'elle soit sur les sommets ou que je sois au fin fond de la montagne, bah, tant que je suis encore en train de marcher, c'est que je suis vivante. S'il y avait un livre que tu pouvais mettre entre toutes les mains des personnes qui nous écoutent, tu choisirais quel livre? King Kong Theory. Ouais. Voilà, hein, je veux dire, pas Virginie Despentes, je pense qu'il doit tomber dans toutes les mains d'êtres humains. Je vais même pas dire que les femmes, hein. Tout le monde. Virginie, voilà. Si tu nous écoutes. Virginie, ouais, bon, Virginie, elle a fait partie de mon développement quand même en lecture. Voilà. Virginie a été importante dans ma vie. Donc, comme d'autres femmes, Annie Ernaux aussi, mais voilà, il y a plein de lectures qui ont été importantes dans ma vie et j'espère que les femmes continueront même de notre époque, hein, parce que là on lit des choses plus ou moins contemporaines ou anciennes, mais je sens qu'il y a encore des femmes qui sortent leurs plumes, qui sont même pas obligées de s'appeler par un prénom de mec pour qu'on les lise. Donc sur ça on aura évolué, tu vois. Et puis voilà, qu'on continue de passer le flambeau aussi. Comme nous on le récupère aujourd'hui, parce que des femmes se sont battues avant nous pour qu'on puisse vivre dans de meilleures conditions, que la condition de la femme évolue dans ce monde. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est quand que j'ai... c'est peut-être un peu nul comme réponse, mais je sais pas. En tout cas, je suis allée pour la première fois au Parc des Princes pour aller voir PSG-OM.
Voilà, donc en plus, t'as pas choisi le plus calme. J'ai choisi le plus calme. Alors en plus, alors désolé les Parisiens, mais je pense que vous entendez à mon accent que personne va m'attaquer dans cette pièce. Hein. Clément, reste sur ta chaise. Clément, tu restes sur ta chaise. En plus, hier, j'ai regardé le PSG, j'ai juré très bon contre Arsenal. Bravo, je les soutiens, mais pas quand il y a l'OM. Donc, ouais, je suis allée voir pour la première fois un match de foot PSG-OM. Et j'étais contente parce que j'ai vu pas mal de femmes aussi. Tu vois, je trouve que dans le foot, il y a souvent ce truc où les meufs, elles regardent pas le foot. De toute façon, elles y connaissent rien. Moi, j'aimais bien y jouer, j'aime bien le regarder. Et je suis contente de voir que les femmes sont de plus en plus... là dans les tribunes et que c'est pas un sport que de mecs et qui est commenté que par les mecs et apprécié que par les mecs. Donc ouais, petit match PSG-OM. J'étais une des rares à supporter l'OM, mais mais j'étais là. Mais j'étais là, ils se sont bien débrouillés. Bon après voilà, le PSG ils sont au max de leur forme, donc bravo. Mais et voilà, une petite première fois. C'était un petit truc léger là, je t'ai lâché un petit truc léger. C'est marrant, tu l'as eu tout de suite et c'est quand même parce que beaucoup de, tu sais, c'est mes petites questions de la fin et beaucoup d'invités galèrent. Et réalisent que peut-être ils ne prennent pas assez de risques entre guillemets parce que c'est un peu ça les premières fois, tu vois. Ouais, les premières. C'est vrai qu'à un certain âge, après, tu fais plus trop de premières fois. Bah non, mais c'est vrai que moi je vois plus le temps passe, plus j'aime manger la même chose le matin, plus j'aime voir les mêmes personnes. Enfin c'est vrai. C'est un vrai phénomène. Ouais, mais bon, chronologique. C'est vrai, on se conforte dans des petits trucs, dans des petites habitudes à un certain âge. Ouais. Mais donc c'est bien, tu vois, t'as su tout de suite ce que t'avais fait de nouveau. Ouais. J'ai 2 dernières questions pour toi. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait ? Entendre quelqu'un à ce micro, c'est waouh. Putain, les pensées. Ma grand-mère. Mais elle est morte. Ah merde, je vais être un peu émue. Non, elle est pas encore morte. Mais c'est un peu comme si. Donc c'est un peu dur. C'est un deuil blanc que je suis en train de faire parce que ma grand-mère est tombée récemment là dans une grande démence. C'est une maladie qui peut être un peu associée à Alzheimer, donc ce n'est plus la même femme, quoi. C'est plus du tout la même femme que j'ai connue. Elle qui était toujours très bien mise, très enfin, on m'appelait ma grand-mère Gigi. C'était un peu un perso, quoi, un personnage. Et là, je la vois malheureusement enfermée dans une unité pour personnes qui peuvent être dangereuses pour elles-mêmes. Et je lui ai pas tout demandé à ma grand-mère. Je connais son histoire et je sais qu'elle a une histoire qui est très particulière et je sais qu'un jour je la raconterai son histoire parce que là elle en est plus capable. Mais je peux plus parler à ma mamie. Donc elle existe encore ma mamie, mais je peux plus lui parler. Donc je vis une espèce de deuil blanc et quand j'entends mes copines parler de leur grand-mère et tout, ça me fout un peu le. Ouais, je ressens beaucoup de tristesse quand même parce que je me dis voilà, elle nous remet pas vraiment et tout. Bon, c'est dur d'avoir quelqu'un qui est encore là mais qui est plus vraiment là. Donc j'aimerais quand tu m'as dit voilà à qui tu voudrais parler là comme ça, j'aurais aimé parler avec ma grand-mère au moment où elle avait toute sa tête et au moment où elle pouvait encore être qui elle est quoi, qui elle était. Je suis ravie que déjà t'aies pu la connaître. Ouais. Oui, c'est une chance déjà parce qu'il y a pas tout le monde qui connaît qui a la chance de connaître les personnes qui étaient là avant et je pense que c'est important de connaître ses ancêtres parce que mine de rien on se transmet des choses. Et on en entend de plus en plus parler de ce truc on parle souvent des gènes, tu vois, des gènes physiques, etc. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des choses qu'on se transmet, des lourds secrets ou des choses, des vécus, des choses qu'on aurait eu du mal à digérer dans une vie. Je pense qu'on la donne quand même aux futures générations. Et donc je pense que quand même ça va. J'ai quand même assez parlé à ma grand-mère pour connaître son histoire, pour savoir qui elle est, etc. Mais j'avais encore quelques trucs à lui demander et c'est pour ça, l'importance de prendre le temps de parler à nos vieux, quoi, avant que ce soit trop tard. Je place ça là comme ça parce qu'on se dit toujours que les gens sont éternels. Et en fait, même quand ils ne le sont pas, la maladie, la vie fait que parfois on ne peut pas aller au bout des choses. Donc, appelez vos mamies. N'oubliez pas d'appeler vos mamies, prenez le temps. Ma petite dernière question. Ouais. 3 fois rien. Tu me fais pas chialer là sur la dernière, je commence à être. Ah ouais, moi aussi, mais t'as le droit de pleurer. C'est le matin là, c'est. Tu vois, à défaut d'aller chez le psy, tu peux évacuer. Ouais, écoute, je viens chez lui du coup. Et voilà, c'est gratuit en plus. C'est gratos en plus, même pas besoin de la sécu. Non, mais en fait, j'aime bien savoir vraiment à la fin ce que les invités ont au fond. Donc, si toi, demain, tu devais partir,
tu devais partir, tu pouvais plus revoir ta compagne, tes amis, ta famille, tes chiens. Ouais. Mais tu peux leur laisser sur une petite feuille de Rhodia, sur une petite feuille de papier, les 3 enseignements que tu as appris au cours de ta vie qui te sont les plus précieux. Mais ça, fallait me poser la question à 80 ans, Louise. Si j'ai encore toute ma tête. Bah écoute, là, regarde, tu l'as encore, on en profite. Non, franchement, je crois que j'ai pas encore appris toutes les leçons de la vie. Ouais. Je pense que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mais on sous-estime parfois ce qu'on a déjà appris. Ouais, je pense, je suis assez d'accord. Mais là, on va dire dans la moitié de ma vie, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dirais aux personnes avant de partir je leur dirais de vivre leur vie, parce que souvent on nous dit vivez vos vies. Donc ouais, vivez vos vies, pas celles que les autres vous ont choisies. Ça oui, mais n'oubliez pas les autres quand même. N'oubliez pas les autres et n'oubliez pas que chaque choix, chaque geste, chaque mot, chaque intervention de votre part dans ce monde aura laissé quelque chose. Je pense que moi, je me sens souvent comme une fourmi minuscule dans ce monde. Je me sens toute petite. Et en même temps, parfois, je me dis, tout ce que tu fais, ça compte. Tu laisses des traces plus ou moins belles. Tu vois, il y a des gens dans l'humanité, ils ont fait des choses atroces. Et il y a des gens qui ont fait des choses bien. Donc moi, en partant de cette vie, j'aimerais juste me dire que j'ai fait de mal à personne déjà, que j'ai même essayé de faire du bien plutôt. Je me mets de côté parce que je crois que j'ai même pas envie de penser à ce que, enfin tu vois, moi, ou ma carrière, machin. Je crois que non, ça on s'en fout complet. Juste penser aux traces qu'on laisse, quoi. Pour les gens qui nous aiment, mais aussi pour les autres, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Je vais même inclure pour la nature et pour les animaux aussi. Chaque geste compte. Ouais. Ta copine, c'est le premier truc qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, elle adore les animaux, son rêve c'est de monter un refuge. Ouais. Je dois l'empêcher d'adopter d'autres animaux parce que nous avons déjà 2 chiens. C'est vrai que j'ai... Souvent, je me dis que mon métier n'est pas assez utile. Je trouve que les chansons, elles sont pas assez concrètes pour aider le monde. Ma copine me rappelle que les chansons, en tout cas, ça peut ouvrir des consciences, ça peut aider des gens, ça peut aider des humains. Donc elle me dit, il faut que tu continues de le faire. Mais ouais, moi, très souvent, je dis, je vais me barrer dans un refuge en Lozère et accueillir des animaux qui étaient censés se faire tuer horriblement dans un abattoir par un humain qui est aussi misérable de devoir tuer des animaux dans ces conditions pour gagner sa vie. Bon, bref, j'ai un petit souci. J'aurais pu faire Miss France, mais non pas pour mes attributs physiques, mais juste pour dire que je veux la paix dans le monde. Elle m'a même dit que comme tu pouvais pas adopter tous les animaux que vous rencontriez en vacances, c'est une horreur. T'achetais des croquettes. Putain, elle t'a raconté ça. Et tu nourrissais tous les animaux qui croisaient ta route. Arrête, on dirait une vieille folle quand je pars en vacances. Et je peux pas avoir un animal... en fait, je peux pas avoir une vie sans parler d'animaux ou quoi. Je peux pas avoir un être vivant en galère, en souffrance, sans ticket, quoi. Et pour moi, c'est très dur de vivre à Paris. C'est vrai que la capitale m'a quand même beaucoup abîmée parce qu'on voit des choses terribles dehors. On voit des gens qui vivent dans la misère, on voit des enfants dehors, on voit des animaux. Enfin, c'est vraiment... Si t'as vraiment les yeux ouverts à Paris, c'est compliqué, quoi. Si t'as pas mis tes œillères mode œillères et les gens tracent. En plus, la plupart ont des œillères, hein, donc tu te dis... parfois, tu vois des gens par terre à Paris, tu sais même pas s'ils respirent encore... les gens passent devant, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont leur objectif d'aller là ou là. Moi, j'avoue que ça, c'est quelque chose où je peux rentrer le soir chez moi en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous dans ce monde ?» Je n'aime pas ce monde, quoi. Je le dis, je n'aime parfois pas les humains. Je me retrouve plus, finalement, dans la pureté des animaux. Dans ce côté, ils n'ont pas d'intérêt pour le coup. Il n'y a pas de relation, il y a des intérêts où c'est biaisé, où c'est... Et nous, on leur fait subir notre cruauté, quoi, sur des êtres aussi innocents, aussi purs. Alors toi, à l'abattoir. Toi, non, ça va, c'est dans le salon parce que t'es mignon. Le spécisme, enfin, tout ça, c'est des questions auxquelles je me suis ouverte ces dernières années.
Et en tout cas, je sens que mes prochaines missions, ce ne sera pas que chanter des chansons. Ce sera vraiment m'investir dans ce genre de cause et de lutter un peu plus fort et plus concrètement. Voilà. Bah, merci, donc je t'ai pas Suzanne. dit 3 trucs, je suis désolée Louise, j'ai pas été très bonne sur la liste des choses à faire, mais j'en ai retenu encore plus, donc mais cool. c'est Voilà. ce qui compte. Ouais. Mais merci Suzanne, vraiment. J'ai été ravie d'échanger avec toi. Moi aussi. Très belle rencontre. Ouais, je suis d'accord. Très belle personne. Et je te souhaite vraiment de continuer à répandre le bien que tu fais au monde. Merci. Et merci à toi aussi, Louise, parce que je pense qu'on a besoin d'écouter des femmes comme toi parler et inviter d'autres femmes et d'autres gens. Donc merci. Merci beaucoup, Suzanne. À très vite.